Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, cinquième épisode de Fake Story avec mon ami le bouc émissaire. Donc déjà bonjour et comment vas-tu? Salut Pierre-Yves, alors ça va très très bien, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'émission. On me l'a souvent demandé, du moins de mon côté, de mes abonnés, et je suppose que c'est la même chose de ton côté. En tout cas, ça va bien et content de te retrouver. Eh ben c'est partagé, c'est pareil. Eh ben écoute, on va directement lancer les hostilités. Donc on va commencer par des petites questions qu'on m'avait posées. Tu sais justement, j'avais demandé si on avait des questions à me poser. Donc c'était il y a un moment et il y en avait certaines qu'on n'avait pas répondu. Donc je vais les lire et comme ça nous fera une base pour commencer à discuter quoi. Mais nickel, on y va comme ça marche. Alors, donc c'est Adi, donc c'est un commentateur régulier, je pense qu'il est abonné à nos deux chaînes, donc Ouais. je le salue, quoi. Alors, donc je lis sa question. Dans La crise du monde moderne et le règne de la quantité, René Guénon explique que nous sommes à la phase de dissolution. Selon lui, cette dissolution fera automatiquement apparaître une autre humanité. Vous dites qu'il y aura un temps long avant que cela n'arrive. Mais qu'en est-il de la véritable fin de tous ces cycles, du jugement dernier? N'est-on pas arrivé au bout du bout? Et donc je continue, car selon les traditions monothéistes, Dieu a toujours envoyé un messager pour guider les hommes après une longue interruption. Selon l'islam, il n'y aura plus de messager. Or, Dieu est juste et il ne serait pas équitable de laisser les hommes sans repère après une fin de cycle brutal. Qu'en pensez-vous? Donc, désolé si mes questions vous semblent un peu naïves, mais je n'ai pas encore lu toute l'œuvre de Guénon, et, ni la vôtre. J'aimerais des éclaircissements. Bon, déjà, sa question, elle n'est pas du tout naïve, elle est très intéressante. Donc, c'est des questions qui reviennent vraiment souvent, parce que tout le monde voit qu'on est à la fin d'un cycle ou qu'on est proche de ce que les eschatologies appellent la fin des temps, pour ne pas dire la fin du monde. Et moi, effectivement, je pense qu'on est dans une période de dissolution et que cette dissolution, elle peut durer encore longtemps, effectivement, mais à l'échelle des grandes chronologies, des grandes frises chronologiques, c'est pas énorme. Moi, je dis qu'il y en a encore pour un ou deux siècles avant que ça se termine. Et concernant le jugement dernier, moi je le vois vraiment d'un point de vue personnel, quoi. Je pense pas que l'humanité va être jugée en entier. On sera tous jugés, mais petit à petit, chacun au moment de notre mort clinique, quoi. Et donc, toi, je sais pas si tu veux enchérir, surenchérir là-dessus, si tu as un... Je veux bien porter mon point de vue. Après, la question, elle est longue, donc je n'ai pas tout retenu, mais j'ai un peu les grandes lignes, donc je vais Je peux te rebondir. lire la première question, c'est La première partie, euh, ouais. donc, il dit qu'il y aura, vous dites qu'il y aura un temps long avant que la fin des temps arrive et qu'il y ait une autre humanité. Donc, c'est ce que j'ai répondu au début. Moi, je pense Mhm. que c'est un temps long, mais au regard de l'histoire universelle, c'est pas si long que ça. Mais qu'en est-il de la véritable fin de tous ces cycles du jugement dernier? N'est-on pas arrivé au bout du bout? Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'après je vais zapper sinon. En fait, ça dépend du point de vue dont on se place, sur lequel on se place. Moi, je j'ai pas tout à fait le même que ça. Ensuite, comment dire? La question, elle est difficile de l'appréhender au fait, parce que la fin des cycles, etc., c'est compliqué. Si on est du point de vue juste religieux, on a un cycle qui va arriver à sa fin, et ce sera enfin, je parle du point de vue musulman et probablement chrétien aussi, c'est l'arrivée du Messie. Ce sera la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Et celui-ci sera le dernier. C'est comme ça que, religieusement parlant, on va basculer d'un cycle à un autre, le renouveau. Ensuite, donc après, si on parle du point de vue de René Guénon et de ses, moi, clairement, c'est pas mon domaine, donc je sais pas, c'est clair que je peux pas répondre là-dessus. Mais ensuite, la question, la suite, c'est que il parle, ou elle parle, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui parle de le jugement dernier qui va arriver, donc il le sous-entend suite à la fin du dernier cycle, c'est ça? Ou j'ai pas saisi la question? Oui, c'est exactement ça. Et après, juste par rapport à René Guénon, tu sais, c'est un musulman, c'est exactement, il est dans l'orthodoxie Ouais, musulmane à ce niveau-là, hein, donc d'accord.
Ouais, ouais, en même temps, ouais, si c'est religieux, ouais. En même temps, tu peux pas avoir ton point de vue différent. À chaque croyant, il y aura un point de vue différent. On serait plus partie, on ferait plus partie de la même religion, sinon. Mais ouais, Oui, c'est voilà. logique. C'est Mais, juste, moi je suis d'accord sur les principes, quoi. Je pense mhm, exactement pareil. Après, c'est comment ça va se matérialiser dans l'histoire, et c'est là où chacun peut avoir son point de vue. ouais. Moi, je le vois plus comme un long pourrissement et que on va pas passer du jour au lendemain à une terre transfigurée après la fin. Je pense que le prochain cycle, on va dire, il va commencer on sera tous en short, quoi. Il y aura eu sûrement des cataclysmes et il va y avoir des nouvelles traditions, à nouveau la civilisation qui va se propager progressivement, quoi. Je pense pas que le monde va se transfigurer du jour au lendemain, quoi. Bah, à la base, non, c'est impossible de toute façon. Il n'y a jamais rien eu de brutal, quoi qu'il arrive, hein. Même après des cataclysmes, ils n'ont jamais été mondiaux, ils ont été que régionaux, on va dire. Mais il n'est jamais, le monde a été transfiguré du jour au lendemain, et ça ne changera pas, ça. Après, je pense que la question, ce qu'elle sous-entend, c'est, moi, de ce que j'ai compris, hein, c'est après cette fin de cycle, quelle qu'elle soit, quand elle se mettra en place, est-ce que ça débouchera vraiment sur la fin du monde, en fait, et donc le jugement dernier? Si j'ai bien compris, et est-ce que ce sera l'enchaînement logique ou pas? Si j'ai bien compris la question, Oui, oui, moi, oui, c'est ça, c'est, hein. ça peut pas être aussi rapide que ça, effectivement. Et puis surtout, il y aura la dernière phase, parce qu'on dit la fin des temps et tout, mais il y a surtout la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est donc la fin de la fin des temps, en fait. Il y a la fin des temps et il y a la fin de l'histoire. C'est des cycles, hein. Après, c'est les termes qui changent. Et en religion, je pense que le christianisme, le judaïsme aussi, il est dans ce délire-là, mais c'est encore autre chose. Mais l'islam et le christianisme, on est d'accord sur donc la fin des temps, la fin de l'histoire, et la fin de l'histoire, elle va déboucher sur la fin du monde. Donc voilà, c'est une espèce de matrioshka temporelle, imbriquée les unes dans les autres. Et cette fin du monde, la fin du monde, hein, pas la fin des temps ni la fin de l'histoire, la fin du monde, elle va être brève. Religieusement parlant, c'est ça qui sera très rapide. Et à ce moment-là, le monde aura tellement changé. Je parle au niveau des humains, le monde de vie civilisationnel aura complètement changé. Il n'aura plus rien à voir avec tout ce que a connu l'histoire humaine, du début jusqu'à ce moment-là. Mais à la fin de l'histoire, on y est, la fin des temps, je veux dire, on y est, la fin du monde, c'est un moment qui est tellement court, celui-ci, et l'islam nous raconte qu'il sera aussi rapide qu'un clin d'œil, en fait. La fin du monde, hein, ce qu'on appelle en arabe le sa'a, c'est-à-dire Ouais, ouais. l'heure. Et ça, c'est juste un fragment, mais tout ce qui est avant, ça va être long. C'est des cycles. Ça va être long en fonction de. Ça dépend du temps. Ça peut être 300 ans. Je dis n'importe quoi, hein, c'est arbitraire ce que je dis. 300 ans, 500 ans et 1000 ans, on ne sait pas. Mais tout ça, ça va prendre un certain temps. Et le changement de planète, en fait, de monde, vraiment, là, il va être très euh, fulgurant. Voilà. Moi, c'est ma réponse. Après, bon, Non, non, après. c'est vrai. Et moi, il y a une autre hypothèse qui serait presque la plus plausible. Mais alors celle-là, elle est vraiment cataclysmique, on va dire. Ça Mhm. serait de penser que un événement cataclysmique arrive sur Terre et que là, on va dire quasi 100% des êtres humains meurent tous en même temps dans un clin d'œil, quoi. D'ailleurs, ça rejoint Ben, c'est un les... peu ça, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et là, c'était concernant le jugement dernier. Parce que pour le jugement dernier, il est individuel. C'est-à-dire qu'à notre mort, on sera jugé sur nos actions, nos pensées. Enfin, ça, on a ça c'est la pesée de l'âme, quoi, on va Mhm. dire. Et s'il y a moi je crois pas à un jugement collectif, mais s'il y a un jugement collectif, ça voudrait dire, du coup, vu ma façon de penser, que 100% des êtres humains meurent en même temps. Et là, chaque être humain sera jugé individuellement et collectivement, quoi. Mais sinon, tu vois ce que je veux dire. Mhm. On Ouais, peut très bien. mourir demain écrasé par une voiture et on vivra notre jugement dernier, quoi. Donc, tu comprends, quoi. Ouais, oui, 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 je comprends tout à fait. Après, juste pour rebondir, parce que je vais oublier, je vais zapper, c'est que bah, je ne sais pas qui dit qu'on sera tous jugés en même temps, je ne sais pas quelle religion dit ça. En tout cas, ce que je connais de l'islam, du christianisme, je ne sais pas, le judaïsme, c'est eux, ils seront jugés collectivement, les juifs. Ils estiment qu'ils seront jugés collectivement, ce qui n'est pas le cas du judaïsme, de l'islam ni du christianisme. En gros, pour faire simple, euh, peu importe à quelle période historique on meurt, c'est-à-dire si on meurt maintenant, puis ceux qui sont morts il y a 3000 ans et ceux qui vont mourir dans 100 ou 200 ans, on n'aura pas le jugement maintenant, on l'aura une fois que le monde aura cessé d'être le monde,
en fait. Et à ce moment-là, on aura un jugement. Ça s'appelle le jour du jugement, mais c'est une période de temps, en fait. Et on sera jugé toute l'humanité du premier au dernier être humain, et des djinns également, puisqu'ils sont doués de raison et de libre arbitre, donc ils tomberont sous le coup du jugement. Mais ce ne sera pas collectivement, ce sera individuellement. Mais ça durera, on ne sait pas, en fait, un certain laps de temps. Et après, on aura notre récompense. Mais dans la tombe, entre le moment où on meurt, ceux qui sont morts il y a 3000 ans, ils n'ont pas encore été jugés, en fait. C'est ceux qui meurent il y a 100 ans, 200 ans. Ils sont dans leur tombe. Après, ça, là où je rentre, c'est croyance islamique. Ouais, Le ouais. christianisme, c'est peut-être. Il y a des variantes que je ne connais pas. Mais une fois que, par exemple, les mecs qui sont morts il y a 50 ans, 1000 ans, 3000 ans, eux, ils sont dans leur tombe jusqu'au jour du jugement où tout le monde remourra une deuxième fois et ressuscitera. On ressortira, on renaîtra, on repoussera comme des plantes à ce moment-là, le jour du jugement, en gros. Hein. Mais en attendant, ceux qui sont morts il y a 3000 ans, 2000 ans, 5000 ans, et ils attendent dans leur tombe et ils ont un prémisse de ce qui va les attendre le jour du jugement, c'est-à-dire soit des châtiments, soit des biens, des jouissances, mais ce sera un avant-goût si tu veux. Mais ils ne sont pas encore jugés, voilà. Je simplifie encore une fois. Voilà, avant que j'oublie. Ok, ok. Moi là-dessus, bah, ça c'est des questions difficiles, mais je pense que bah, ce que tu dis, ça rejoint un peu le shéol des Juifs, quoi. Ouais, Il y a un plus. lieu d'attente. Ouais. Et je sais que ça ressemble à ce que. Mais après, ça a été inventé au Moyen-Âge. Ça ressemble au purgatoire, en fait, aussi, cette vision. En attendant le Mm, jugement dernier, mm, définitif. Moi, j'ai l'impression. Moi, je te donne mon avis. Moi, je pense que quand un homme meurt, donc que ça soit en ce moment, il y a 50 ans ou 100 ans, il est dans un entre-deux pendant, alors suivant certaines traditions, c'est pendant 3 jours ou d'autres pendant 40 jours, c'est-à-dire que l'âme reste attachée au mm. cadavre et ce temps, donc qui pour nous dure 3 jours ou 40 jours, enfin un petit laps de temps, pour moi, donc, c'est ça ce qu'on pourrait appeler la première mort. Mhm. Et dans cette condition posthume, on n'a plus affaire au même temps. Donc, du coup, Ouais. pour la personne, on peut dire que ça peut durer un fragment de seconde et il peut être tout de suite jugé et aller tout de suite, entre guillemets, au paradis s'il a fait ce qu'il fallait de son vivant, mais ça peut durer des millions et des milliards d'années. C'est pas du tout le même temps. Donc moi, j'aurais plus tendance à penser que ce que tu dis, bah, c'est vrai, mais on parle d'un autre état d'existence qui n'est pas soumis au même espace-temps. Donc du coup, pour moi, c'est plus une façon symbolique de parler, encore une fois, cette Mhm. histoire de lieu d'attente, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, J'arrive à voir un peu, mais c'est super complexe à appréhender tout ça. Et oui, c'est oui, sûr, c'est un autre espace-temps, il y a pas, on ne peut pas dire le contraire. Et à partir du moment où c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on peut que imaginer depuis notre point de vue, c'est difficile d'être clair et de comprendre le fonctionnement de ce monde, centre de monde, mais c'est un peu tout ça probablement, et peut-être même plus encore autre chose qu'on comprendra peut-être jamais. On le comprendra justement jamais parce qu'on n'est pas de ce monde, ça nous dépasse. oui, oui. Mais c'est ça, oui, ouais, en grande partie, c'est ce que tu dis, ouais. C'est un Ouais, autre. ouais. Parce qu'en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'un un grand sage, un grand saint, ou je sais pas, les prophètes, je pense pas qu'en ce moment ils soient dans un lieu d'attente. C'est-à-dire ils sont allés directement au paradis, qu'ils soient morts il y a 100 ans, 500 ans ou 3000 ans, tu vois ce que je veux dire. Et Hum. le commun des mortels, la majorité des gens, bah, on sera entre guillemets mangé à notre propre sauce, c'est-à-dire que ça sera à nous de nous purifier dans cet autre état d'existence pour atteindre ce qu'on appelle le paradis. Et ça peut durer plus ou moins longtemps, suivant la qualité de la personne, quoi. Après, ça, c'est des croyances personnelles. C'est vrai que quand on a un dogme religieux, quand on le suit, ça, on peut pas le tenir comme discours, par exemple, pour les musulmans. Les prophètes, pour certains prophètes, il y en a qui sont déjà au paradis, et ça, ils sont de certains degrés. Il y en a qui sont, et il y a aussi les martyrs qui sont déjà au paradis maintenant. Mais pour le commun des mortels, ils sont tous dans leur tombe et ils jouissent en avant-première de ce qui ce qui les attend à la fin le jour du jugement, c'est-à-dire c'est dans une tombe mais qui a adapté, en fait. Alors, il y a beaucoup de littérature, donc les hadiths là-dessus, et on tient beaucoup de là-dessus, d'ailleurs, et en partie, et un petit peu dans le Coran aussi,
nous, en tant que musulmans, on peut pas dire que il y a des personnes qui sont déjà jugées. Il y a des gens qui sont rentrés au paradis, les martyrs. Voilà. Ça, ceux qui sont morts dans le sentier de Dieu, eux, ils ont cette exception-là. Ils partent direct au paradis et ils en jouissent dès le début. Pour le reste, et pour les prophètes aussi, certains prophètes, après, je peux pas, je m'avance plus trop, j'ai peur de dire des bêtises, mais sinon, on ne peut pas accepter. Je parle d'un point de vue religieux. Alors, j'entends déjà les gens qui disent oui, mais il n'est pas dans la comparaison, il est pas on est dans la symbolique et tout, puis ils vont me dire ouais, il mélange tout. Non, je mélange pas. Je parle d'un point de vue religieux, et c'est pour ça que je suis très carré là-dessus. Voilà. Et après, pour ce que tu dis, je l'entends très bien, mais c'est pas Mais ce que compatible tu avec dis, religion musulman. ouais, si, moi je trouve que si, hein, parce que, enfin, Ouais. je sais pas, par exemple, chez les chrétiens, c'est exactement pareil, hein. Il y a que les saints et les bienheureux, on va dire, qui Mhm. jouissent d'un état de félicité actuellement, on va dire, et Mhm. les autres âmes, elles doivent passer par un état de purification et dans un autre, dans un autre état d'être, on va dire, quoi. Enfin, Mhm. moi, je suis assez, non, non, je suis assez d'accord avec ça, hein. Je pense que quand tu parles des martyrs et des saints. Enfin, en tout cas, c'est pareil du côté chrétien, quoi, hein. C'est comme dit Jésus, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, quoi. Donc, Mhm. je pense pas qu'on ira tout de suite au paradis après notre mort, hein. Enfin, la majorité des gens, quoi. Donc, Ouais. et c'est juste que ce lieu d'attente, moi je le vois plus comme un lieu de purification de l'âme, quoi, de se laver, tu vois, des scories et Mhm. de son âme, quoi, on va dire. Et ben Mhm. moi, ça, cet état-là, je pense que c'est indéfinissable en termes de temps. On peut pas dire ça dure tant de temps, quoi. Et par C'est contre, impossible. pour les vivants, ça a été mesuré, parce que je te dis, ça je l'ai vu vraiment très souvent, c'est le chiffre de 3 jours ou de 40 jours, quoi. Que, il y a un état intermédiaire, on va dire, de purification, où l'âme, elle reste encore attachée au cadavre avant de s'en aller définitivement, quoi. Ouais, bah oui. Ça, c'est, on l'a aussi donc 3 jours. Ça, le cadavre, enfin le cadavre, il est toujours, il est lié toujours avec l'âme du défunt. Et 40 jours, c'est les 40 jours de deuil qu'on a dans beaucoup de traditions. Où je pense que ces 40 jours-là, c'est un rapport avec le fait qu'à ce moment-là, où vous passez ce délai-là, l'âme est définitivement dans son nouvel habitat, en fait. Peut-être que Voilà. c'est quelque chose comme ça, oui, ça c'est clair. Il y a quelque chose de, c'est pas pour rien qu'on a ces deux dates, ces deux périodes de temps. Les 3 jours, on les a. Nous, je sais que on croit, on voit même son enterrement en fait. Nous, en islam, on doit enterrer le défunt très rapidement après le décès. S'il décède dans la journée, il faut l'enterrer avant la prière du soir, tu vois. Oui, Donc, oui. si on peut, après des fois, il y a X raisons qui font que c'est pas possible, mais c'est plus vite on enterre, mieux, plus vite il passe à autre chose. Et c'est une espèce de, pas un supplice, mais c'est une épreuve du défunt d'être encore pas encore enterré pendant donc un certain laps de temps. Plus vite on l'enterre et plus vite il passe à autre chose. Et ces 3 jours-là, je pense que c'est ça, c'est qu'ils sont reliés, l'âme est interconnectée avec le corps pendant un certain temps. Elle entend des choses aussi, hein. On a cette tradition qui dit on entend les pleurs, on peut voir certaines choses, du moins. Oui, oui. Après, voilà, Bah, par exemple, mais ça, tu le retrouves dans d'autres traditions aussi. Par hein, exemple, je sais que le livre des morts tibétain, ça hein, parle de ce qu'on appelle le Bardo Todol. C'est comme un espèce de guide explicatif, un manuel pour l'âme, justement, pour se libérer pendant ces 3 jours, quoi. C'est bien explicite que c'est hein, 3 jours où, en gros, et moi, j'aurais tendance à penser que énormément de mythes dans des mythes où tu vois par exemple les contes du Graal ou les mythes de la traversée des eaux pour aller conquérir l'île des bienheureux ou conquérir la princesse ou le trésor dans la grotte, en fait, nous parlent de ce qu'on devra faire au moment de notre mort clinique pour justement se libérer et passer à un nouvel état d'être, en fait. Comme si tous les mythes étaient un guide explicatif. Après, tu peux le voir de plein de façons différentes, hein, la mythologie, mais j'ai hein. l'impression que le truc vraiment profond des mythes, c'est un guide explicatif pour l'âme individuelle, pour pouvoir se libérer des entraves justement du monde sensible et de sa partie corporelle, moi, de ce que j'appelle l'âme basse, quoi. C'est pour Ouais.
Et le héros des mythes, c'est notre âme haute, la partie qui justement nous survit et de laisser derrière nous notre cadavre et notre partie psychique liée au corps et au monde terrestre, quoi. Tu vois, en gros, c'est le combat, c'est le héros qui doit terrasser le dragon, quoi. Tu vois, ou c'est la navigation au-dessus des eaux, tu vois, c'est ce genre de truc, quoi. Mais c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais c'est souvent la même. Ce que tu disais là, en préambule de ce que tu viens de dire, c'était que souvent la tradition, les mythes sont ça rejoint la tradition en fait. Mais donc là, il y a les 3 jours et puis tout ce que tu viens de définir. Mais en réalité, moi, je me demande si, je me demande pas, j'en suis certain, c'est que ce que dit l'histoire humaine par rapport à ce qu'on connaît de la vie, de la mort, etc. Et ça n'a pas été mystifié en fait, et on l'a fait passer dans le mythe pour pouvoir l'utiliser, et donc ça a traversé les populations, le monde, et ça revient dans différentes cultures. Pour les épreuves, traversées par les Égyptiens quand ils traversaient la mort, ils avaient leur barque Voilà. etc. Puis il y en a plein d'autres comme ça, et tous, partout dans le monde, on a ce genre de mythe, donc de mythologie, qui devient donc mythique, mais en réalité, ça part, moi, à mon point de vue, hein, ça part d'une réalité, et cette réalité, elle a toujours été là, mais on l'a mystifiée, et justement, ça a été fait, moi, je pense, volontairement. On a pris de la vérité et on l'a rendue fausse, quelque part, hein, je Oui, simplifie. mais ça, c'est parce que sur Terre, tout se dégrade en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que tous les mythes, à la base, donc on ne sait pas l'origine des fois tellement c'est ancien, ça a été plus ou moins révélé, hein, comme par des prophètes ou des grands sages qui ont. Donc ça, c'est compliqué, comment naissent les mythes, mais Mhm. qui ont vu la vérité de leur vivant et qu'ils l'ont transmis à leurs congénères sous forme mythologique parce que justement on parle d'un autre monde où donc du coup ça, je pense c'est difficile à expliquer avec des termes humains et après ils le donnent au peuple sous la forme d'un mythe, d'un conte ou d'une histoire sacrée. Et sur Terre, vu que bah, les êtres humains, entre guillemets, c'est des gros cons, au bout d'un moment, ils vont prendre les trucs au premier degré, transformer les choses, ils vont s'entretuer pour savoir lequel a raison, lequel a pas raison. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est normal, c'est les processus sur Terre, les choses se dégradent, tu vois. Et Mhm. je crois d'ailleurs qu'on on a un peu ça dans le, tu vois, par exemple, chez les chrétiens, Jésus, il meurt et t'as déjà Saint Paul, ça c'est déjà dans le Nouveau Testament, t'as Saint Paul et Saint Pierre déjà qui s'embrouillent sur est-ce qu'il faut garder les anciens rites juifs ou, tu vois, ils sont déjà pas d'accord. Mhm. Et je crois qu'il y a soit des hadiths ou en gros, c'est le genre le prophète qui dit après ma mort, vous allez vous embrouiller, quoi, en gros. Mhm. Et ça va, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que direct, tu as un espèce de schisme, tu sais, avec pour savoir est-ce que c'est le compagnon du prophète ou est-ce que c'est ses descendants qui doivent avoir le titre de calife, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que en gros, sur Terre, c'est le bordel, quoi. Ouais, ouais, bah je suis d'accord avec ça, hein. Mais on parlait de ce qui devenait mystique, en fait, mythique plutôt, pardon. On partait de la réalité pour aller vers le mythique, et je sais plus ce qu'on voulait en venir, justement, parce que j'ai un peu perdu le fil du coup. Bah, enfin, moi, en tout cas, je voulais en venir pour dire que, en gros, toutes les. Parce que moi, quand j'emploie le mot mythe, c'est pas de façon péjorative, en fait. Et Mhm. d'ailleurs, enfin, ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais ce qu'on appelle une histoire sacrée, une histoire sainte, donc comme Mhm. on le trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans le Coran, moi, pour moi, c'est du mythe avec un grand M, quoi. C'est juste que comme donc c'est un fragment d'une vérité universelle qu'on peut retrouver chez tous les peuples. Et ça, comme je te le dis, c'est écrit dans le Coran que chaque communauté a reçu un avertisseur au fur et à mesure du temps, quoi, des révélations, et que ces révélations, eh ben, elles se dégradent une fois qu'elles sont mises entre les mains des êtres humains, quoi. Oui, c'était ce que tu disais, voilà, ça me revient. C'est que l'homme reçoit déjà des informations. On a toujours reçu, toutes les communautés du monde ont reçu des informations, on va dire, transcendantes, donc du divin.
et on les a donc appliqués, puis les successeurs les ont petit à petit dégradés, modifiés, et à la fin, moi, c'est ce que je comprends, c'est que ça devient un mythe. Ça devient un mythe dans le langage courant, et au travers du temps, ça devient vraiment quelque chose de mythique. On n'a aucune preuve que ça existait, mais ça passe dans le folklore de plein de populations de par le monde, et à la fin, parce que ça se reprend partout à droite à gauche et que ça vient de la nuit des temps, on oublie que c'était à la base quelque chose de fondé et de vrai. Mais moi, tu vois, tout ça, et donc les successions, les intérêts, les égos des gens, des populations, etc., c'est ça qui détruit le message qu'ils ont reçu, Oui, oui, c'est ce qui le rend mythique, en fait. Mais je trouve, et c'est pour ça que justement l'intérêt de cette discussion qui s'appelle Fake Story, c'est justement, et c'est le cœur du sujet, d'en parler, c'est d'expliquer un peu d'où viennent ces constructions narratives historiques qu'on nous a mis de force en nous disant ça, c'est totalement faux, c'est totalement mythique. Et je reprends ce que tu dis. Toi, tu es péjoratif. C'est très bien que tu fasses la différence, l'explication, tu l'expliques. Parce que dans la majorité des cas, mythologie égale faux égale bobard. Et moi, souvent, quand on me dit tes récits mythiques, tes récits légendaires, quand on parle de religion ou d'autres choses, hein, euh, quand on me dit c'est mythique, c'est légendaire, pour moi, ça veut dire fictif. Je le prends 99% des cas comme ça, tu vois. Et souvent, oui. on a, on, on a ça, tu vois, il faut faire la part des choses quand on parle de ce genre Mais de tu as choses. raison, parce que on peut dire en gros que les véritables mythes, qui étaient pour moi à la base des histoires sacrées, se dégradent en contes et légendes et au bout du bout en fables, parce qu'on va rajouter des trucs, on va modifier des choses. Et d'ailleurs, ça se fait par, entre guillemets, je parlais d'un peu de la bêtise humaine, mais aussi par des agents de subversion. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont là pour inverser les symboles, ce que Guénon justement il appelle la contre-initiation. Des gens qui sont au courant de tout ça, mais qui font exprès de changer les mythes premiers, quoi, on va dire. Et c'est, Ce qu'on pourrait appeler des réformateurs, des gens qui sont des fauteurs de troubles, quoi, des causeurs de schisme, quoi. Et ça, il y en a, je pense, dans toutes les traditions, quoi. C'est ce qu'on appelle l'anti-tradition, justement, quoi. et ça, c'est intéressant parce que, comme tu dis, ça existe partout dans toutes les traditions. Et est-ce qu'ils ont un point commun, ces antitraditionnalistes? Est-ce qu'ils ont je ne sais pas, un point commun, ou est-ce que peut-être que tu le sais, ou est-ce qu'on le sait? Mais moi, je pense qu'ils ont un point commun. Est-ce que tu peux me le confirmer ou pas? Ces gens qui sont anti-tradition. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je le pense. Et justement, Guénon, il a écrit là-dessus, quoi. Il parle d'une légende islamique des 7 tours du diable. Je sais pas si tu en as entendu parler, quoi. Non, ça, je connais pas, non. Ben, c'est comme si sur Terre, comme s'il y avait, tu vois, des lieux saints, tu vois, comme on Mhm. parlait de la Mecque, je sais pas, de certains lieux saints partout sur Terre, quoi, et qui auraient des anti-lieux saints, quoi. Donc des lieux comme des centres de la contre-initiation, des lieux maudits, quoi. Et Mhm. il y a des légendes islamiques, donc je pense pas qu'elles soient authentiques. Là, c'est plus des, comment on pourrait dire ça, c'est pas, si peut-être dans les hadiths, j'en sais rien, mais selon Guénon, il y aurait 7 centres anti-traditionnels sur Terre, quoi, qui partiraient, on va dire, de l'Afrique noire en passant par l'Arabie et qui remonterait par le Caucase jusqu'en Sibérie chamanique, quoi, en gros, quoi. Ouais. Et il le met en rapport avec la muraille de fer qui doivent empêcher Gog et Magog de déferler sur le monde, quoi. D'accord. Ok. Et C'est donc, intéressant. ouais, c'est très intéressant J'écoute. ça. Ouais. Et ben, je conseille un livre d'un auteur qui s'appelle L'Allemand et qui s'appelle René Guénon et les 7 tours du diable.
en fait. Parce que Guénon, il n'a jamais écrit véritablement là-dessus, mais dans toute son œuvre ou dans ses correspondances, il fait souvent référence, et cet auteur, il s'est amusé justement à essayer de voir où se trouvaient ces 7 centres contre-initiatiques, quoi, en gros. Et c'est dommage qu'il n'ait pas écrit là-dessus, puisqu'il en a parlé, c'est vraiment dommage. Mais une question que je me pose, c'est, et les 7, là tu m'as donné quelques lieux, mais est-ce qu'il les a identifiés géographiquement les 7 ou pas? Ouais, en gros, ouais, pas dans le sens, euh, on va dire, vraiment précis, mais par exemple, il parle que bah, c'est des tours, des espèces de tours où se réunissent des sorciers. Et Guénon, il parle d'un voyageur qui n'a rien à voir avec la religion, quoi. C'était comme un espèce de chercheur, quoi, un voyageur du 19e siècle, un truc comme ça, qui visite un de ces centres chez les Yézidis, quoi, je crois, Ouais, ouais. au Yémen, quoi. Et c'est on va dire, un observateur complètement neutre, parce que c'est un gars, en gros, c'est un récit de voyage, quoi. Et dans son récit, un jour, dans ses aventures, on va dire, il arrive à cet endroit-là et il explique que c'est un centre contre-initiatique, quoi, en fait, quoi, par exemple. Donc il en géocalise un. En fait, les Yézidis, alors je sais pas s'ils sont originaires du Yémen, mais il y en a beaucoup plus en Syrie, Irak, Liban, tu vois un peu. Ouais, ouais. Actuellement, hein, actuellement. Avant, je sais pas si peut-être qu'ils étaient là-bas. Donc en gros, lui, il donne dans cette région du Moyen-Orient, il donne une base là-bas. En gros, pour une tour là-bas, il dirait que Ouais, ça se ouais, ouais. tiendrait dans cette zone-là. Et Et justement, dans le livre que je te dis, l'auteur essaye de retrouver ces centres contre-initiatiques, quoi. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Et, ah, il donne même une carte, d'ailleurs. ah bah c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Mais alors, est-ce qu'il en donne en Amérique du Sud, en Amérique tout court? Est-ce qu'il en donne une ou pas? Non, non, ces 7 centres, je te dis, ça Afrique part noire. on va dire, ça part du milieu de l'Afrique, en Mhm. passant par la péninsule arabique pour remonter vers le Caucase et aller jusqu'en Sibérie, quoi. En Cette gros. espèce d'arc de cercle qui prend là. Mais Ouais, en plus, voilà. c'est un peu, ouais, c'est marrant comme trajectoire. Mais en même temps, la Sibérie chamanique, c'est logique. Tu m'as dit ensuite, tu m'as dit quoi? Il y a Il y aurait il y aurait le Caucase, donc le bah là, Caucase, ouais, là aussi, c'est tout le ce qui est Magog. Khazar et tout ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est logique encore. Voilà. Ensuite, le Il y aurait bah, Moyen-Orient. du coup le Moyen-Orient, donc sûrement l'Irak, la Syrie. Peut-être que c'est là, en fait, ouais, les Yézidis. Et Mhm. ensuite, bah, attends, si tu veux, j'en ai vraiment pour 10 secondes. Ouais. J'ai le bouquin Ah pas bah, très loin, quoi. si tu l'as, vas-y, tranquille, on va attendre, hein, pas de souci, Ouais, ouais. vas-y. Donc en attendant qu'il arrive, je vais meubler, je vais faire un peu l'animateur. Donc je ne vais pas faire le grand animateur, mais juste pour vous dire que n'hésitez pas à commenter, à liker, à poser vos questions et à partager tout ce qu'on peut faire sur ces différentes émissions. L'intérêt, c'est de partager. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc voilà. Pierre-Yves, t'es revenu? Ça y est, je viens Bon, de. ça Ouais. a été rapide alors. Ouais, bah, c'était dans ma bibliothèque qui est pas trop loin. Ouais. Donc, bah, je dis le livre, parce qu'il est vraiment intéressant ce livre, hein, c'est Jean-Marc Allemand, comme un Allemand, et Mhm. donc il s'appelle René Guénon et les 7 tours du diable. Et alors, Et avant que tu commences, tu sais ce que ça me fait penser? Le titre, hein. ouais, Je vais revenir très terre à terre, ça me fait penser à la meuf qui a écrit Harry Potter, tu sais? Elle est dans le délire de machin, le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et le roi du sang mêlé, tu sais, des noms à la con comme ça. Enfin, excuse-moi de parler comme ça. Et j'ai l'impression que ça rappelle un peu ça, l'histoire des 7 tours du diable. C'est un peu dans ton. Je sais pas de quoi ça parle exactement les épisodes de Harry Potter, mais tu sais, c'est du commerce de la sorcellerie avec les démons en fait. ouais, ouais. Et à croire que c'est le même délire, tu vois. Enfin, Non, presque. non, mais c'est tout à fait ça. De toute façon, tous ces auteurs, on en a déjà parlé, ils se basent Ouais. sur des trucs réels pour Ouais. les remixer à leur sauce, quoi, Ouais, hein. c'est clair. C'est marrant, ça. Et donc, voilà. Et donc, il y aurait 7 tours et 7 emplacements sur Terre. Et ouais, c'est ce que je te disais. Donc, il en place une au Niger, une au Soudan, une en Mhm. Syrie, une en Irak, une au Turkestan, donc à côté de la mer Caspienne, et Mhm. une au nord de la Russie, donc en Sibérie. Et il explique que les tours reliées entre elles nous donnent la figure parodique de la grande ours,
en fait. C'est-à-dire que ça fait la constellation de la Je Grande pense. Ourse. Voilà. Et on pourrait penser aussi qu'il y aurait sept endroits saints aussi sur Terre, qui ferait bien sûr. L'opposé. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est marrant, parce que le chiffre 7, tu le connais symboliquement parlant, il y a 7 cieux, il y a, Bien sûr, ouais, ouais. etc. Et c'est marrant, là, il y a aussi 7. Alors, sur quoi il se base, Guénon, pour parler de cette tour? Pourquoi ce chiffre? Et pourquoi ces lieux, ils se En basent sur fait, quoi? parce que c'est des choses qu'on lui a rapportées et c'est des légendes connues en fait. C'est pas lui Mhm. qui invente ça en fait. C'est pas une invention de René Guénon quoi. C'est-à-dire D'accord. qu'il parle d'une tradition sûrement orale. Et vu que Mhm. lui, il a traîné dans des cercles ésotériques, sûrement qu'il l'a Mhm. entendu dans ses différentes rencontres. Et comme s'il y avait donc lui ce qu'il appelle des centres contre-initiatiques quoi. D'accord, c'est super intéressant, hein. Ça, c'est top, parce que, bon, après, on part loin, parce que le sujet, il est toujours assez particulier et il est porteur. Et c'est Ouais. super intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas. Bon, après, le livre, il donne beaucoup de détails là-dessus sur le sujet. Il explique Oui, bien. il donne des détails et en gros il fait, tu vois, il se base en gros en 7 chapitres en parlant donc en localisant ces endroits de montrer quelles sont les différentes doctrines contre-initiatiques qu'on va retrouver au Niger, au Soudan, en Irak et tout ça quoi. Mhm. Pour exactement sur Guénon qui parle de ça. En fait, Guénon, en fait, il se base aussi sur des récits de voyageurs, en fait. C'est-à-dire Mhm. vraiment des livres qui existent. Je crois qu'il y a un livre d'un gars qui s'appelle Seabrook, ça doit être au 19e siècle, et qui voyage justement chez les Yézidis. Et les Yézidis lui parlent à ce voyageur dès cette tour du diable et que eux, ils sont là pour en maintenir une en action, quoi, en fait. Et ce Mhm. voyageur, je te dis, n'a rien à voir. Lui, c'est pas du tout un religieux ou quoi, quoi. C'est un explorateur, on va dire, quoi, tu Ouais. vois. Et il se base beaucoup sur ce genre de choses, Guénon, sur des récits d'explorateurs qui décrivent des choses et lui explique plus ça, quoi. Mais il le fait surtout dans ses correspondances, enfin, dans des petites notes et tout, et il a jamais écrit véritablement là-dessus, quoi, par contre. Là, c'est dommage, parce que ça aurait été intéressant qu'il nous donne un peu plus de détails, ou, enfin, je sais pas, peut-être que c'est déjà détaillé dans ce bouquin, mais ça aurait été super intéressant, parce que tu vois, quand tu parles des Yézidis, ce qui est intéressant, les Yézidis, donc c'est connu pour être des adorateurs du diable. Ils ont été mis à la marge dans le monde islamique parce que, justement, à cause de ça. Et tu sais que on en a vraiment entendu parler en Europe à cause de Daesh, qui allait kidnapper leurs Mhm. femmes, tu sais, et qui les a rendus esclaves sexuels, et puis qui ont tué des gens et tout. Sauf que, bon, après, c'est BHL qui les a rendus célèbres, hein, les Yézidis en France. Avant, tout le monde s'en branlait. Excuse-moi de parler comme ça, mais d'eux. Et en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est vrai qu'ils ont toujours été mis à part, parce qu'eux, ils adoraient le dieu Pan. Tu sais, un Pan, le Taos Oui, oui, en arabe. oui, oui. Et c'est des adorateurs du diable. Et donc, c'est une secte, hein, en fait. Et eux, j'aurais aimé, justement, parce que tu me dis qu'il y a un récit d'un gars qui est allé chez eux, j'aurais aimé savoir, putain, c'est dommage qu'il n'y a pas d'infos plus claires, comment ils le localisent dans leur zone, là-bas, la tour du diable qu'ils doivent s'occuper, dont ils doivent gérer les. Et C'est- ben là, justement, là pour le coup, il y a un livre et le gars les rencontre, là, cet Ouais, explorateur. Alors, il faudrait que je retrouve, parce que c'est écrit, je crois qu'il s'appelle Seabrook, ouais. et genre, le titre de son bouquin, c'est genre voyage chez les adorateurs du diable, de point les Yézidis, quoi. Tu vois, le titre en plus est vraiment explicite Ouais. de son récit, quoi. Alors par contre, je sais pas, faudrait que je retrouve, quoi. Ouais. Je l'ai pas là. Donc voilà, enfin en tout cas, C'est pas grave, mais à l'occasion, tu pourrais même nous en faire une lecture un jour sur ta chaîne. ouais, C'est un sujet super intéressant, je pense. ouais, Enfin, ouais. Ouais, ouais, ouais. super intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les commentaires, il y avait une personne un coup je sais plus de quoi je parlais et qui m'avait conseillé ce bouquin-là, René Guénon et les 7 tours du diable. Mais effectivement, je l'ai lu quoi. Tu l'avais déjà, tu le connaissais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça tombe pas. Et donc voilà quoi. Alors On est- si.
On peut se refaire une autre question, ou Ouais, sinon. j'allais te le dire parce que là, on a fait, je sais pas combien de temps on a fait, mais on n'a pas beaucoup répondu à d'autres questions. Ça passe Mais vite. juste un truc d'ailleurs, avant Ouais. d'enchaîner, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on dit adorateur du diable ou centre contre-initiatique, ça rejoint ce qu'on disait sur les mythes qui sont dégradés. Moi, j'ai l'impression que c'était d'anciens lieux sacrés et que ce même endroit, au fur et à mesure, est dévié et devient à la fin du cycle diabolique, quoi. Et je pense ça, par exemple, pour, je sais pas, Jérusalem, Rome ou la Mecque, par exemple, pour reprendre les trois grandes religions du livre, ben, on retrouve ce même processus. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas, la Mecque est un lieu saint, mais il a été de plus en plus inversé, même la géographie sacrée du lieu. Et les Saouds, je pense qu'ils sont plus proches du diable que de Dieu, par exemple. Et Ça, comme c'est clair. aujourd'hui à Jérusalem, les rabbins, ou à Rome, le Vatican, quoi. C'est-à-dire, Mhm. c'était des lieux saints, on va dire, des centres spirituels qui, au fur et à mesure du temps et de la dégradation, on va dire, du temps, au final, au bout d'un moment, deviennent carrément inversés et deviennent des lieux contre-initiatiques. Donc, moi, pour moi, c'est cette tour du diable, c'est cet endroit qui étaient des vieux lieux saints et qui aujourd'hui sont complètement déviés et retournés, on va dire, quoi. Ah, pour moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Je te rejoins à 1000%. On en avait parlé un petit peu dans un des éléments. C'est ce qu'on avait un peu plus ou moins dit. Ouais. Il y a toujours, de toute façon, c'est comme tu dis, c'est cyclique, hein. Et les cycles, bah, c'est un coup c'est bien, un coup c'est mal. Et donc, ça, à un moment, ça retombe. Et comme je pense que ces cycles sont impairs, c'est-à-dire qu'à un moment, si ça commence bien, bah, ça finira mal. Et si ça commence mal, ça finira bien. Mais, ou peut-être pas qu'ils sont impairs, mais ça peut être quelque chose comme ça en ce moment. En tout cas, oui, tous les lieux dits démoniaques maintenant, ou même saints maintenant, on sont passés à une autre phase. Mais à la base, ils étaient tous des lieux, on va Voilà. dire saints. Voilà, ça c'est clair. Ça rejoint ce que tu disais dans une de tes dernières vidéos par rapport aux obélisques et aux menhirs. C'est-à-dire Ouais. que à la base, un obélisque ou un menhir, c'était l'axe du monde, l'axe tertiel, et c'était un monument, on va dire, sacré. Mais aujourd'hui, s'il y a un obélisque à la Mecque ou à côté de la mosquée, enfin à Sainte-Sophie, il y en a un, il y en Il y a en un a, il sur y en a la deux, place il du y en a deux surtout. Vatican. Ouais, voilà, il y en a à Washington, à Paris, quoi. Et là, ça a plus rien à faire. Et là, c'est satanique, là, effectivement, quoi. Mais à la base, c'était pas directement satanique, tu vois. C'est comme à la Mecque, tu sais, il y a une espèce d'obélisque où les fidèles doivent lancer Des des pierres, ouais. cailloux, des pierres dessus. Ben ça, c'est parce que la Mecque, c'était un centre spirituel pré-islamique, très très ancien. Donc c'est Mhm. normal il y avait, et sûrement le culte de l'époque, c'était un espèce de menhir ou un obélisque. Mais quand il y a la révélation islamique, bah, ça devient un ancien culte, donc qui est satanique. Donc t'as plus à prier l'obélisque et le menhir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. exactement, je sais pas, comme en France, le centre sacré à Paris, bah, vu que c'était chrétien, bah, c'est les églises, c'est Notre-Dame de Paris, et de foutre un obélisque place de la Concorde, Mhm. là on en a plus, on s'en fout quoi en fait d'un obélisque égyptien à Paris quoi. Ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien Mhm. à voir quoi. Et d'ailleurs tout ça c'est parce que c'est maçonnique, hein, c'est la maçonnerie avec leur délire égyptien qui ont ramené des obélisques un peu dans tous les centres du monde, quoi. Mais, Et surtout dans les lieux saints, d'ailleurs. mais surtout, exactement, mais moi je vais plus loin que ça. Moi, pour moi, tous les objets, la maçonnerie, elle a permis, sous prétexte de culture et de tout ce qu'on peut imaginer, de ramener dans le commun, chez le commun des mortels et dans les grandes villes du monde entier, de manière camouflée, les éléments rituels démoniaques. Ils l'ont ramené, et l'Égypte était l'un des vecteurs des cérémonies démoniaques. C'était un peuple de sorciers. Je parle des prêtres, hein, et des grands pharaons égyptiens pendant je ne sais pas combien de millénaires. C'était un pays, tu vois, l'équivalent d'Harry Potter en Angleterre, ben, l'école des sorciers, c'était l'Égypte, quoi, à cette Oh, époque, hein.
Et avant, c'était les Sumériens, puis il y avait les chamans en Sibérie, en Amérique du Sud, peut-être à la même époque ou un peu avant, peu importe. Mais en tout cas, l'Égypte et sa culture égyptienne avec ses monuments, ses fresques, ça, c'est tout tout ce qu'elle a véhiculé, c'était vraiment l'école des sorciers. Et les maçons ne s'y sont pas trompés. Et ils sont allés prendre ce qu'ils avaient en le faisant passer pour culturel. Tu regarderas d'ailleurs que l'Égypte, depuis que l'illumination maçonnique a frappé l'Occident, c'est devenu la raison d'être des explorateurs britanniques, français, puis ensuite occidentaux en général, qui sont allés piller les temples et qui les ont ramenés dans tous leurs musées, Londres, New York, Paris. Le Louvre, le muséum de Londres, c'est pareil. Pour moi, c'est des centres de prière satanique, les musées modernes, avec tout ce qu'ils ont ramené de Sumer, etc., d'Irak, qui sont allés piller encore. Après, je m'étale un petit peu, mais Non, non, mais moi je pense pareil. C'est juste que je pense pas que l'Égypte soit. C'est ce que je te disais. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est Guénon qui dit qu'à la fin d'une civilisation, c'est seulement le côté superstitieux, magique ou de sorcellerie qui résiste en fait. Donc, quand on s'intéresse à une vieille civilisation, tu vois, si on va, je sais pas, là je prends un autre exemple, si on va, tu sais, les pyramides Inca, et ben en ouais, fait c'est toujours la dernière période qu'on va voir. En fait, le moment où ouais. c'était traditionnel entre guillemets, ben, c'était vivant, et au dernier moment de cette tradition, c'était du coup des mages noirs et de la superstition qui avait lieu. D'ailleurs, on le voit avec les conquistadors, quand ils arrivent là-bas, c'est que des sacrifices humains, ce genre de trucs. Ouais. Donc en fait, chaque ruine, chaque bâtiment ancien n'est plus habité, et ben, la dernière période où elle était habitée, c'est toujours des choses négatives qui sont attachées. Mais tu peux même le voir à une plus petite échelle. Tu vas racheter une vieille maison abandonnée. Mais quand elle était habitée, donc elle n'était pas à vendre, cette maison, elle était habitée, et il y a eu un drame. Donc soit quelqu'un est mort qui n'avait pas de descendants, soit, je sais pas, il y a eu un incendie. Enfin, il y a eu quelque chose qui fait qu'elle est devenue une ruine. Et toi, quand tu vas racheter la maison, bah, t'achètes quelque chose avec déjà du mauvais attaché à cette maison, quoi. Je sais pas si tu Mhm. vois ce que je veux dire. En Si, gros, si, mais je suis d'accord. Tu sais quoi, Pierre-Yves? Ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on disait sur les cycles, c'est des cycles en fait. Mais à la base, ça part de quelque chose de positif. Mais comme on dit, la nature a horreur du vide. Quand le positif n'est plus là, eh ben, le négatif vient prendre sa place. Et c'est ce qui fait que tu me dis, un coup c'est bien, un coup c'est mal. Là, la maison elle a habité, il y a des gens. Et puis ensuite, quand elle a habité, elle a abandonné, il y a un meurtre, tout ce qu'on veut. À la fin, c'est que des mauvaises choses qui restent. bien sûr. Et pour revenir à ce qu'on disait, et je rejoins exactement ce que tu dis, hein, on retient que le dernier cycle, c'est vrai. Mais les Égyptiens, la période égyptienne qui a duré, je sais pas, 2, 3 millénaires, hein, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais avant, il y avait des choses probablement géniales. Avant, et après, avant encore, c'était mal. Et avant, c'était bien, et etc. Puis après, c'était bien, c'était mal. Mais tu regarderas avec les francs-maçons, ils sont repartis là où c'était le summum du mal, je pense. Ah Ils oui, ont oui, sauté. et Tu vois, justement, je veux dire. l'Égypte particulièrement était vraiment tournée vers la sorcellerie, hein. Ah bah, on peut pas dire le Parce que contraire quand on regarde. tu vois, par exemple, moi, mais je crois pareil, on en a déjà parlé, mais c'est bien de le répéter, mais moi, tu vois, les momies, pour Mhm. moi, c'est satanique, une momie. Et Mhm. les momies, pour moi, c'est un genre de transhumanisme avant l'heure. C'est-à-dire que c'était les grands Égyptiens, les grands chefs qui voulaient rester vivants dans ce monde, en fait, tu vois, Mhm. et c'est de la sorcellerie, hein, d'ailleurs, ou tu sais, le fait qu'ils s'enterrent avec leurs serviteurs pour être servis dans l'au-delà et tout ça. Enfin, pour moi, c'est de la magie et de la sorcellerie, hein. Il y a rien de traditionnel là-dedans, dans la Ouais, momification, quoi. c'est même flippant que les gens ont juste ce genre d'infos en se disant, bon, ouais, c'est folklore. Mais non, c'est exactement ce que tu dis. C'est consternant de sorcellerie. En fait, tu t'es choqué, quoi. Et pourtant, les gens, ouais, c'est marrant. Ça devient des légendes, quoi. C'est un amusement, c'est folklorique, tu vois. Mais t'as 1000 fois raison, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le concept d'archéologie et de musée, ça a même pas 200 ans, hein, donc c'est très récent. Mhm. Et chez tous les peuples de la Terre, les anciennes civilisations, et a fortiori les corps d'anciennes civilisations, on les laissait à terre, quoi. Enfin, on les laissait Mhm. sous terre, on n'y touchait pas, voire même ça devenait des lieux maudits, hein. Mhm. Et pourtant, on a réussi à nous faire croire maintenant, on fait des mausolées, on fait des, on, comment on appelle, on conserve les corps, tout ça.
et c'est devenu quelque chose de normal. Tu regarderas les communistes, hein, tu vois, ils ont la façon de... Comment on appelle? Ah, ils embaument les corps, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Tu Ah vois, ben, mais c'est c'est... c'est flippant, comme tu dis, mais ils ont plus de respect du défunt. Alors, ils le font pas avec tout le monde. Bon, tu vas me dire, les bouddhistes, c'est encore autre chose quand ils, avec leur cadavre. Ils les donnent à manger aux faucons, je crois, un truc comme ça, ou je sais plus quoi. Ils les balancent au sommet des montagnes, enfin, ils les balancent, ils les déposent. C'est des dons, je sais pas quoi. Ça, je crois que c'est les Parsis, enfin, comment on appelle ça, les Zoroastriens qui font ça. Et tu Ils sais font ça aussi? ce qu'on appelle les ziggourats, tu sais, Mhm, les tours babyloniennes, mhm. c'était des tours creuses et au milieu de la tour, il y avait un étage avec une planche en bois. On mettait le cadavre sur cette planche en bois et en fait c'était les vautours qui venaient manger le cadavre et donc on le voyait pas parce que c'est horrible quoi tu vois Ouais. et donc c'était une façon ouais ouais et on disait que le cadavre repartait à travers les oiseaux quoi en gros. Voilà, c'était le cycle de la vie. Ils étaient dans le délire de la réincarnation, en fait. Peut-être les Zoroastriens, je pensais pas qu'ils étaient plus dans la enfin, peut-être que je me trompe. Dis-moi si c'est pas le cas, mais à la base, en fait, quand ils laissaient leur corps de défunt, donc là, pour les bouddhistes, c'était donc dans les montagnes, hein, mais là, pour les Zoroastriens, tu me dis que c'était au détour, mais l'idée, c'était quand même qu'ils se fassent nourrir, qu'ils se fassent dévorer par d'autres animaux, d'autres êtres vivants, pour continuer le cycle de leur vie, d'être quelque part réincarné. C'était ça l'idée. Enfin, chez les bouddhistes, en tout cas, c'est ça. Oui, Euh, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y aurait une belle étude à faire justement sur la façon dont les peuples, qu'est-ce que font les peuples de leur mort, tu sais, parce que ouais, ah ouais. dans les traditions abrahamiques, on a l'aspect d'être enterré sous terre, Mm, et donc ça serait une espèce de refonte dans la terre-mère, quoi, on va mm, dire un peu, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Enfin, je parle que du cadavre, hein, puisque mm. et t'as les peuples où tu sais, les cadavres sont brûlés, et là, tu as un mouvement vers le haut, quoi, où on laisse rien et on Mm. s'échappe par la fumée dans le ciel, quoi. Mais C'est ça. C'est ça. Les hindous font ça. Et ouais, ouais, que, mais c'est vrai que quand tu regardes la façon dont on traite les cadavres dans les différentes sociétés, on voit qu'il y a eu énormément de changements au travers des siècles, hein, et on ne sait pas pourquoi il y a autant de différences entre ceux qui les enterrent, qui ensevelissent les corps, ceux qui les donnent à manger, ceux qui les brûlent. Et il doit y avoir encore d'autres délires quelque part, je ne sais pas. Je ne parle pas du cannibalisme aussi qui doit exister quelque part à droite à gauche. Mais tu vois, ouais, il y a ouais. toujours... C'est étrange ces comportements. Et il faudrait connaître l'origine de ces comportements. Parce que C'est tu vrai, vois... mais d'un point de vue général, j'allais dire que, enfin, traditionnellement, le cadavre, c'est de la viande sans vie, quoi, on va dire. Hum, Donc, il faut, bien sûr, et dans tous les peuples, il reste un résidu psychique attaché au cadavre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait des rites pour apaiser cette âme et qu'elle se dissolve en même temps que le cadavre, quoi, en fait. hum. Mais par contre, le fait à tout prix vouloir conserver son cadavre, ça pour moi c'est totalement anti-traditionnel. Donc tout ce qui est momification Ouais. ou comme Lénine sur la place rouge, ça c'est des gars qui veulent pas quitter ce monde Hum. et ça c'est pas bon signe généralement, quoi. C'est flippant à un point, et quand tu vois ça, tu dis, c'est quoi le projet en fait? Fondamentalement, qu'est-ce qu'ils cherchent? À part horrifier les gens, puis ça dépasse la raison, tout simplement. Il n'y a pas de respect en fait, ni du corps, ni de la vie, ni des gens. Quand t'es mort, t'es mort. Il n'y a plus de raison que tu sois encore dans un état de conservation. Pour quel délire? C'est quoi le Bah projet? Et parce que, c'est ça. enfin moi mon avis c'est que c'est des gros matérialistes. C'est un peu le même délire que justement quand je te parlais de transhumanistes, des gars qui vont se faire changer leur sang, greffer des nouveaux Hum, cœurs ou qui vont essayer de trouver des petites pilules, tu sais, pour vivre jusqu'à 300 ans. Enfin tu sais ils en parlent hum. de ça, de l'homme augmenté et tout ça. Ouais, Et pour moi c'est des gens complètement déspiritualisés qui ne connaissent que le monde de la matière et ils veulent absolument y rester. ouais, Le... indéfiniment. Repousser Ouais, les voilà. limites. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Ah bah ouais, c'est chaud. Et moi, je m'étais intéressé justement à Lénine. Je crois que tous les jours, on est obligé de lui injecter un espèce de produit dans son cadavre pour pas qu'il pourrisse. Enfin, tu sais, c'est un truc dégueulasse, quoi. Ah, putain. Et ça me fait penser à tout ce qui est empaillement aussi pour les animaux, tu sais. Parce Ah, que c'est ça aussi, horrible. Ouais, ouais. c'est quoi ce délire de se dire, de se dire que
une fois qu'il est mort, l'animal, parce que c'est même plus un être humain, c'est un animal, on va le conserver dans une position souvent ridicule, tu sais, une position de genre, il sort les griffes pour le chat ou qui ouvre la bouche, ou, tu vois, pour les autres animaux, les chiens, comme ça, ou les têtes de cerf que tu accroches. Alors on va dire que c'est les trophées ou c'est pour la mémoire de l'animal, mais pourquoi ils veulent singer la vie en transgressant les règles des éléments, en fait. Il y a la décomposition, on passe à autre chose. Et eux, ils veulent garder en vie, coûte que coûte, des morts, des corps sans vie. Et il y a une culture, tout ça. Je sais pas d'où ça vient, c'est l'empaillement et tout Ah ouais, ça. bah moi, pour moi, pareil, hein, pour moi, c'est un truc morbide. Et les morts, il faut les laisser tranquilles et les laisser se décomposer tranquillement, quoi. Enfin, en gros, Ouais, mais c'est ça, quand on dit repos éternel, et c'est parce que la vie c'est est dure, un. mais la suite est compliquée aussi, hein. Elle nous échappe, mais quand on est mort, on passe dans une autre épreuve, et les gens ils se disent, bon, ils sont ailleurs, mais en fait, c'est pas pour autant qu'il faut blasphémer leur corps, quoi, et à ne pas respecter leur dépouille, je veux dire, et s'amuser à la figer dans le temps avec une forme. Enfin, et les Égyptiens, c'est ce que tu disais, eux, c'est vraiment rituel. De transgression, Dieu donne la vie, il reprend la vie, et eux ils se disent bah on va peut-être faire autre chose, on va la prolonger artificiellement selon nos envies. Moi je le vois un peu comme ça hein, quand tu vois la momification et toutes ces singeries démoniaques. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, j'avais fait dans un livre et aussi dans une émission, j'avais parlé d'un truc, tu sais, bah, par rapport aux dinosaures et à l'archéologie. Ouh Et là, tu vas ben, loin, Pierre, le dinosaure, il y en a qui vont pas aimer si on parle de ça. oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et, mais juste un truc, tu vois, et là, c'est totalement, il y a rien de. C'est que nous, si on creuse et qu'on trouve, parce que moi, tu sais que j'y crois pas aux dinosaures, mais bon, Non. à la rigueur, un gars au Moyen Âge, donc c'était une période traditionnelle. Imagine un agriculteur, il creuse et dans son champ, il tombe sur un squelette de reptile horrible. Tu vois, ça veut dire ça, dinosaure. Hein, ça veut Dinosaure, dire ouais. reptile horrible. Il creuse, il tombe là-dessus. Je te promets, il va en courant chercher le prêtre du coin. Mhm. Ils vont exorciser l'endroit, mettre une croix par-dessus et ils vont appeler ça la vallée du diable et plus personne ne va jamais y aller parce que c'est pas cool en fait de trouver un lézard tout pourri dans ton champ en fait, tu vois. Alors C'est que clair. nous, on va payer des gens, tu sais, avec des pinceaux pour qu'ils viennent bien bien nettoyer les os, tu vois. On va faire Ouais. tout un programme pour ensuite les mettre bon, dans des musées, quoi. Bon, après, moi, je pense que c'est du plastoc, hein, mais Ouais, c'est ce qu'on avait dit, là. On en avait parlé l'une des premières, mais c'est génial ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a une. Au niveau de la raison des gens, elle est complètement partie en cacahuète. C'est-à-dire que les gens, voilà, logiquement, tu vois un truc de 5-6 mètres de haut avec une dentition qui pourrait te rendre en steak haché. Tu le vois, c'est l'œuvre du diable, comme tu dis, et tu ne mets plus jamais les pieds dans cette zone. C'est une zone démoniaque. Et maintenant, non, nous, on va payer des gens avec des petits pinceaux pendant 10 ans à gratter le sol à quatre pattes ah en non, mais disant ça, c'est l'os qui appartenait à un animal il y a 50 millions d'années. Il est encore là, hein. Mais on sait que ça allait exactement au niveau du pubis et on l'a reconstitué grâce à ces deux os qu'on a trouvé, un machin qui fait 12 mètres. Et voilà. Et ils arrivent à te dire, ils arrivent à construire un truc et nous, on le valide. Et puis, c'est une zone où qui reçoit, tu sais, on peut plus construire, on peut plus rien faire. Mais par contre, il y a des millions d'euros qui sont dépensés chaque année pour ces crétins en calbut avec un pinceau sous les mains, en train de chercher des trucs qui. ouais, ouais, et puis quand ça touche aux cadavres d'êtres humains, tu sais, même ce qu'on appelle des hommes préhistoriques et tout, ce genre de trucs, moi je trouve ça malsain, quoi. Hein. C'est-à-dire, tu trouves un os, un crâne humain, par exemple, et ben, bah déjà, moi je trouve ça moche, quoi. Enfin, c'est horrible, quoi. Je serais pas, c'est pas cool, quoi. Et du coup, bah, tu le remets là où il est, ou tu l'enfouis encore plus, et puis tu le laisses tranquille, quoi. Tu le sors pas de terre, on ne déterre pas les morts, quoi, en gros, quoi. C'est tout simple ce que je dis, Ouais, quoi. ouais, mais ça, c'est question de bon sens, de gens normaux. Mais comme tu dis, ils ont un problème avec les zoos en général, et en particulier les anciens zoos, ceux des populations humaines ou animales nous précédents. Et ils ont fait un truc tout bizarre, c'est qu'ils ont réussi comment dire, à raconter des histoires en se basant exclusivement sur ces zoos.
et des histoires qui sont totalement gratuites parce qu'ils n'ont aucune base. Mais ils en ont fait une culture, un enseignement là-dessus. Et ils nous le vendent comme ça. Avant, tu sais, le principe des osselets, je ne sais pas si tu connais, Ouais, euh, ouais. c'était dans les chamans faisaient ça pour voir l'avenir. Tu sais, ils prenaient des os, des vertèbres, et ils les jetaient. D'ailleurs, on les appelle comme ça. Je crois certains os de vertèbres, on les appelle les osselets, justement. Je Ouais, ouais. crois. Et il les balançait, et puis après, il te donnait l'avenir. Il les jetait en l'air, ils retombaient, et puis en fonction de la façon dont ils tombaient, il te disait telle ou telle chose. Et maintenant, c'est plus de la cartomancie, enfin pas de la cartomancie, c'est plus de l'avenir. On jette plus les os, on creuse les os, on les trouve, on les déterre, et on te dit le passé, ce qu'il y a eu, tu vois. Ah, maintenant, avant, c'était l'avenir, enfin, c'était même Ah en ouais, non, mais, parallèle. si, si. Ouais, ouais, non, mais si, mais t'as trop raison. Et d'ailleurs, tout ce qui est pratique magique de sorcellerie a besoin de résidus de choses mortes. Tu sais, on Voilà, va c'est ça. utiliser un ongle, des cheveux, des bouts de peau, De la salive, un peu de sang. Ouais, voilà, ouais, ouais. Donc, il y a toujours ce côté de résiduel, de Ouais. fragments, et de l'utiliser, bah ouais, soit. Et c'est Je t'entends plus, Pierre-Yves. rigolo ce que tu es le passé, alors qu'avant. Ça a coupé, Pierre-Yves, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah, ok. Ben, je crois qu'il y a eu quelques coupures aussi. Ah, Enfin, mince. on va voir, on va voir. Ouais, Enfin, moi, ça enregistre toujours, ouais, mais moi je crois aussi. qu'il y a eu une coupure sur l'enregistrement Skype, je crois, parce que j'ai eu tu sais, un petit problème d'internet pendant une minute, un truc comme ça, quoi. Ah, Donc, d'accord. mais je sais pas, parce que je crois que par contre, c'était déjà arrivé et l'enregistrement était bon quand même. Bon, On ok. verra, on verra quoi. On verra. Mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de reconstituer le passé. Hein, parce que c'est vrai que par exemple, les dinosaures, franchement, ils nous trouvent une dent et après, par ordinateur, ils vont reconstituer un truc. Enfin, Mais ils sont capables, et tu as vu qu'il y a un gars, et là, il y a 2, 3 semaines, qui a acheté, soi-disant, le squelette le plus complet qui existe, 34 millions de dollars d'un T-Rex ou je ne sais pas quel dinosaure, 34 millions de dollars, je crois. Là, il y ah a ouais. 15 jours, 3 semaines, il l'a payé. Alors, on ne sait pas qui est-ce que ce gars, ou alors je l'ai raté. 34 millions de dollars. C'est- Ah non, c'est- non, pourquoi mais pas, hein. c'est comme l'art contemporain, tu sais, Ouais, les exactement. trucs Ouais. affreux. On me rappelle les Et inconnus un d'ailleurs, peu. Ouais. tout ça, ça m'a fait penser à aussi une de tes dernières vidéos sur l'article là, sur Néandertal, Ah, laisse tomber, avec le Covid, là. C'est incroyable, hein, ça. je me suis toujours pas remis, j'arrive toujours pas à croire que c'est un vrai article. Même maintenant, je me dis, waouh, ils sont forts. Mais il faut dire que, en fait, ils ont aucune limite dans tous les domaines, hein. Que ce soit dans l'histoire, dans le présent ou dans le passé, ou en économie, ou dans la science médicale maintenant, avec tout ce qui est épidémie et tout le baratin. En fait, ils se disent, on va pousser le bouchon jusqu'au bout et on va ratisser partout. Mais quitte à raconter des âneries, mais il faut qu'on les noie d'infos, les plus réalistes ou les plus absurdes possibles, peu importe. Mais comme ils ont tout usé dans leurs mensonges, ils sont obligés d'aller taper dans les fonds de caisse, tu vois, au fond des choses totalement nulles. Et là, le truc du néandertalien, en lien avec nous génétiquement, et à cause de lui, on serait plus susceptible pour 16% des Européens, je crois, un truc comme ça, à être malade du Covid et risquer, et c'était ça qui était fort, ils allaient jusqu'à dire, on risquait donc ces 16% d'avoir besoin d'une ventilation mécanique si on était atteint du Covid à cause de ces gènes en commun avec le mec de Néandertal. Je te Ah dis, ouais. waouh! Mais ils ont fumé Non. quoi, les mecs? Ils fument, ils se piquent, ils tournent tu sais, ils tournent à fond sur comme les derviches tourneurs, ils tournent jusqu'à perdre conscience et ils s'injectent des doses de produits en intraveineuse et ils bouffent du LSD. Après, ils écrivent, c'est ça le truc. Enfin, moi, je l'ai. Tu vois, Bah, je- non, non, c'est vrai. Et ça serait même encore pire si, tu vois, ils y croyaient vraiment. Tu vois, je préfère encore qu'ils fassent des blagues, qui se foutent de nous, Mhm. plutôt que. Mais je me demande des fois si les gars, ils sont pas sérieux. Tu sais, ils sont Bah, tellement pris dans leur paradigme et tout que, tu vois, ils font n'importe quoi, mais sérieusement, quoi. imagine, ils sont sérieux. J'aimerais bien savoir, ça serait fort quand même. Euh, Ah, ça serait consternant. Ça serait encore. Ben, je t'avais dit, je t'en avais parlé de ça, d'un article sur Science et Vie qui parlait du chaînon manquant entre le loup et le chien, et il disait que c'était, alors je sais plus si c'est le teckel ou le Yorkshire qui était Ah plus oui, proche du chaînon manquant entre le loup et le chien.
Dans Science et Vie, tu vois, un article d'il y a 5 ans, bah, c'est pareil, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous font chier. Mais ils ont réussi. Voilà, ça fait partie exactement des mythes. Alors, c'est à d'autres mythes, mais euh, ils aiment bien nous sortir des trucs comme ça, alors que c'est sur aucun fondement. Mais comme ils le répètent et qu'ils ont une technique, c'est-à-dire une technique verbale bien emmenée, bien construite, qui relève du sérieux quand tu les écoutes, tu sais, ils sont sûrs d'eux, et ils sont sérieux, ils ont les termes qui évoquent le savoir. Donc tu te dis, ben, il n'y a aucune raison pour qu'ils racontent n'importe quoi, même si toi, ça ne te parle pas, tu écoutes. Je parle pour le commun lambda, hein, le gars commun de base, il va, avec tous ces prérequis que les journalistes et les chercheurs nous sortent dans leurs études, tu te dis, bah, ça a la vraisemblance de la réalité, le ton en tout cas, il a l'air sérieux, donc ça peut être que vrai, même si je suis pas en phase, mais je l'accepte. Et mille informations comme ça pendant des années, à la fin, ils t'ont mis un monde de contes et légendes dans l'esprit, où tout est possible, où après on accepte toutes les fadaises dans lesquelles on baigne maintenant, et dans laquelle on se noie, tu vois, l'homme des cavernes, comment on appelle ça, l'évolution par exemple darwinienne, tu dis, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est devenu normal, on remet même plus en question l'évolution darwinienne qui est une fume historique, scientifiquement c'est improbable, ça n'a aucun sens, mais ça passe, c'est devenu une règle depuis toujours. Et comment tu veux qu'ensuite, 3 siècles après cette escroquerie darwinienne et toutes les mythes et légendes qu'on nous a mis, qu'aujourd'hui, avec cette escroquerie du Covid, les gens n'avalent pas la couleuvre? Évidemment qu'ils vont l'avaler, même ceux qui sont un peu réticents. Ils ont fait le passage, en fait. Ouais, Pour ouais. parler un peu vulgairement, ils nous ont mis le passage, ils l'ont bien lustré, maintenant ça glisse tout seul. Tu vois, je suis désolé pour ceux qui seraient choqués d'entendre ça. Mais Non, non, mais c'est vrai, mais même, tu sais, le principe de chaînon manquant, tu vois, c'est comme si j'inventais une théorie en mettant le manquant après. ouais, Tu vois, il y a un problème, en fait. Non, ça veut dire que c'est faux si ça manque. En fait, normalement, une théorie exactement. scientifique, elle doit se tenir de bout en bout, quoi. Exactement. Il y a pas de chaînon manquant. C'est parce que vous cherchez un chaînon qu'il est manquant, mais peut-être qu'il n'y en a jamais eu, en fait, de Et chaînon, voilà, quoi, tout simplement, quoi. c'est exactement ça. T'as tout expliqué, c'est ça. Ok, et sinon, tiens, bah là, je vais rebondir sur un truc donc qui rejoint justement le fake story, la programmation mentale. C'est la mode, enfin, ça a toujours été fait à travers le cinéma et tout ça, mais c'est en ce moment, je l'entendais chez Salim dans une de ses vidéos, c'est la mode en ce moment des médias de lancer une idée en l'air, tu sais, en posant la question pour imprimer les cerveaux. Tu sais, par exemple, Ouais. sur l'histoire du couvre-feu. Tu vois, ça fait une Mhm. semaine, en gros, il y a des débats sur est-ce qu'un couvre-feu pourrait être possible? Est-ce que gna 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 gna, couvre-feu? Tout ça pour qu'une semaine après, il y ait vraiment des couvre-feux. En fait, il y a ça, tu sais, aussi avec les sondages. C'est-à-dire, on lance une idée. Ils vont dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Mais, et ça, j'ai l'impression qu'ils le font tout le temps. Ils le font Les... de plus en plus. Ils l'ont toujours fait, hein. Mais là, c'est vrai que. Je crois que c'était hier qu'il l'a remarqué, Salim, qui l'a fait remarquer. Moi, j'en avais parlé un petit peu. Bah, j'avais fait une vidéo la veille ou l'avant-veille et j'avais parlé justement du couvre-feu et l'idée que est-ce que ça va être ça? Voilà, ils sèment la graine. Ouais. C'est-à-dire que tu vois le film Inception avec Leonardo DiCaprio. Je sais pas si tu l'as vu, Non, Inception. j'ai pas vu. Mais L'idée, c'est génial ce film parce que, enfin, il y en a qui n'aiment pas, mais l'idée c'était que ils arrivaient à rentrer dans la tête des gens pendant qu'ils dormaient et qu'ils arrivaient à semer une graine dans l'esprit des gens. Et une fois qu'ils l'avaient semée, la graine, c'était une idée, un point de vue, la personne pense que l'idée lui vient d'elle-même et que c'est son propre esprit qui l'a fécondée, qui l'a créée, et sans savoir que c'était une main extérieure qui l'a implantée dans son esprit. Et ensuite, bah voilà, tu laisses cette idée se développer, et une idée qui t'intéresse toi, évidemment, tu la mets, et la personne, elle va elle-même développer cette idée, et cette idée, elle va te ramener vers tes intérêts à toi. Et donc, cette personne va revenir vers toi et accepter ou aller dans ton sens. Et ben, pour moi, c'est Inception version française ou mondiale, c'est-à-dire que c'est ce que tu viens de décrire. Il balance des petites idées, des petites infos pour préparer psychologiquement les gens. En fait, il t'annonce des choses, mais il te l'annonce en te faisant croire qu'il faut que toi-même ouais, ouais. tu l'acceptes de ton propre chef sans savoir qu'on t'a forcé la main. Mais c'est Bien ça, ouais. sûr, bien sûr. Moi, j'avais pensé aussi, tu sais, pour l'euthanasie, par exemple, Mhm. tu sais, où on va mettre en avant, alors je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, ce pauvre gars, tu sais, qui était dans le coma depuis plusieurs années, et ils vont mettre en avant, tu sais, un cas toujours limite, un cas Mhm. exceptionnel, et au niveau des sentiments et des émotions,
on va se dire, ah bah ouais, c'est vrai, ce pauvre gars, faudrait peut-être le faire mourir. Ça fait 5 ans qu'il souffre ou je Hein. sais pas. Mais tout ça pourrait imposer une loi qui va s'appliquer au général, où on va faire crever les petits vieux, même ceux qui n'ont pas envie de mourir, quoi. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Si, si. toujours, et ça rejoint justement cette petite graine qu'on va mettre dans le cerveau. Et là, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, c'est incroyablement grossier, quoi. Parce que là, c'est vraiment en une semaine, tu as toutes les chaînes, tu sais pas Hein. pourquoi, elles vont parler du même truc, rien que le mot couvre-feu. Tu vois, Hein. on l'a très peu entendu ces derniers temps, mais là, la semaine dernière, c'était, il a fuité que, alors déjà, qui fait fuiter quoi, qu'il y aurait peut-être Hein. un couvre-feu, est-ce que le couvre-feu est souhaitable? Tout ça avant le discours de Macron où il va dire il y aura un couvre-feu, quoi. Enfin, tu vois. Le timing est parfait, hein, n'est-ce pas? Et c'est étrange, hein. Ah Il y a bah pas... ouais, ouais, là, ils ont des dons de prophétie et attention, quoi. Ouais. Mais Mais ça n'existe pas, la prophétie. C'est un monde matérialiste. Il n'y a pas de prophétie. On ne voit pas l'avenir, tu sais. Il faut l'accepter. Pourtant, ils le voient, eux, hein. Ils le voient, mais ça n'existe pas. Terre à terre, attention. Tu ouais, sais. ouais, ouais. Et bon, après, ça rejoint une question que j'avais demandé justement pour le Fake Story. Hein. Il y a quelqu'un, tu sais, qui m'avait envoyé la photo tu sais, de Astérix avec l'empereur qui s'appelle Coronavirus et ils ont des Ah masques oui, ouais. et tout ça, quoi. Et bah, moi, ça m'étonne pareil qu'à moitié. Donc ça, pareil, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça fait partie d'une vaste programmation? Et moi, j'aurais vraiment tendance à penser que tout le monde, on va dire, médiatique, du cinéma, mais aussi de la littérature, la BD, à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire ceux qui vendent et qui sont donc dans les grandes maisons d'édition, les grandes sociétés de production, ont des agendas et des choses, enfin les scénaristes, on leur dit quoi écrire, quoi. Ou alors il y a beaucoup de prophètes qui s'ignorent à notre époque, quoi, parce que Ouais. Mais regarde, Pierre-Yves, c'est simple. On est dans un monde cartésien. On est d'accord ou pas, hein? On nous répète tout le temps, le monde, il est tel qu'il ouais, est, ouais. c'est-à-dire c'est celui qu'on observe, celui qui est observable et de manière, il est tangible. Il n'est pas superficiel et superstitieux. De superstition, elle n'a pas lieu d'être là-dedans. Voilà. Et donc, on est baigné de ça depuis toujours. D'accord? Et pourtant, la plupart des œuvres cinématographiques et même télévisuelles, mais on va rester dans le cinéma, grand spectacle, etc., il y a toujours des gens, il y a toujours un rapport avec la sorcellerie, avec le mystère, le fantastique, le surnaturel, le paranormal, tout le temps. C'est la base de la plupart des séries télé et des films à grand budget. Souvent, c'est fantastique. C'est un monde qui dépasse l'humain et la rationalité. Par exemple, tu as des films comme, bah, je te parle même pas de Matrix, hein, c'est pas surnaturel, mais il y a un complot qui existe et il y a des gens qui connaissent ce complot et ils te disent comment t'en sortir. Et comment tu expliques ça? Bon, eux, c'est fantastique, on ne sait pas trop. Déjà, il y a un complot qui existe et qui est fait donc, en sous-main. Bon, encore ça, ça passe, pourquoi pas. Ensuite, tu as des films comme, je sais pas, moi, un film qui s'appelle Prédiction, je sais pas si tu connais, avec Nicolas Cage, je crois, il est vieux, hein, il a une quinzaine d'années, où le mec, il faisait des rêves prémonitoires et il voyait un accident d'avion, un train qui allait s'écraser, je sais plus quoi, etc. Et ça se réalisait et après, il essayait d'anticiper ça et de sauver le monde. Bon, bref, pourquoi pas. Ouais, ça fait penser aussi, tu sais, au film. C'était un livre de Kadik là, qui a été fait par Spielberg. Ouais, Minority Report, le futur Voilà, de... voilà. Mais ça, bon, Kadik, lui, il était sous psychotrope, il était habité, il n'était pas tout seul, hein. C'était un grand malade mental dans la fin de sa vie, il était persuadé qu'il était poursuivi. Mais c'est un auteur fabuleux parce qu'il a anticipé des choses et c'est pas tombé du ciel. Il a fait le génie électrique, je crois, un truc comme ça, ou un truc, tu sais, en anglais, les titres, ils avaient des noms absurdes, ils les ont transformés en français, et c'était un peu différent. Il avait fait, ben, je crois que c'est lui qui avait fait Total Recall, si je dis pas de bêtises. Je Ouais, crois que ouais, c'est ouais. lui. Il avait fait aussi un truc avec Harrison Ford, là, avec comment tu sais, quand il se course, Blade Runner, je crois que c'est lui Oui, aussi. oui, oui, c'est vrai. Et puis d'autres trucs que j'ai zappés, mais moi j'ai beaucoup aimé ce Philippe Cadic. Mais encore Cadic, ouais, il était vraiment sous psychotrope. Il était schizophrène, il est mort de manière assez étrange. Il était devenu complètement fou, ce gars. Mais il était visionnaire, il était habité, clairement, hein. C'est pour ça qu'il avait des visions très très précises sur beaucoup de choses. Et Minority Report, pour moi, c'est le top, tu vois. Il avait fait Scanner Darkly aussi, qui était un
c'était en espèce d'image animée, c'était pas vraiment un film. C'était assez étrange d'ailleurs. Ouais, ouais, Et ben, t'en as plein, hein. Et puis quand tu parlais de, bah, il y a une prolifération de magie. Tu parlais tout à l'heure d'Harry mm, Potter ou, mm, je sais pas, même dans Walt Disney, je crois que c'est Fantasia, tout ça, les ouais. histoires de baguettes magiques, de jeter Il y a, des sorts. il y a que Il y a... ça dans Disney, il y a que des sorts. Blanche-Neige et les sept nains, c'est un sort. La sorcière, dis-moi qui est la plus belle, bah, c'est Blanche-Neige. Elle la voit dans un miroir. Elle arrive à voir la Blanche-Neige dans le miroir, elle la voit. Tu sais, au présent, elle Ouais, envoie un ouais. tueur, il faut lui prendre son cœur. Et je sais plus ce qu'elle doit faire avec son cœur pour qui est pur, tu vois. Et elle, c'est la sorcière, elle est moche. Il y a aussi la pomme rouge. Il y a un symbole dans le rouge, tu sais tout ça. Mais tous, fantasie. Euh, regarde tous les contes pour enfants. Il y a toujours une histoire de sorcière, de sort à briser, le prince charmant qui se transforme en grenouille, tu sais, et c'est le baiser de la princesse qui va le transformer en ce qu'il était toujours. Donc Là, transformation de la... Comment? Là, par contre, je pense que pour moi, tous ces contes de fées sont d'anciens mythes, hein. Et je pense, par contre, Probablement. il y a des choses intéressantes. Par contre, quant à Walt Disney, qui était complètement cinglé, hein, Walt Mhm. Disney, C'était un franc-mac déjà à la base. un franc-mac, ouais, 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 qui et pareil. Alors je sais plus exactement, mais lui, c'était pas quelqu'un de recommandable dans la vie de tous les jours, hein, Mhm. aussi, je crois, hein. Et, Ouais, ouais. euh, et encore, ça à la rigueur, je te dis, parce que tu sais, c'est les contes de Grimm, tu sais, qu'on retrouve dans Ouais. Blanche-Neige et tout ça. Ça, c'est des Mhm. vieilles traditions orales Ouais, et tu peux ouais, ouais. retrouver vraiment du symbolisme profond. Mais moi, je parlais de tous les trucs tout pourris. De toute façon, rien que déjà une souris qui parle, pour moi, c'est de la sorcellerie, hein, Ah oui. tout simplement, hein. Ah bah, mais c'est clair et net. Pour moi, il n'y a pas photo. Un animal qui a une capacité qui n'est pas la sienne, et qui singe l'homme, c'est que la sorcellerie. Tu sais, les démons, ils sont connus pour pouvoir se transformer en fait en prenant l'apparence d'un être humain ou d'un animal. Et ils lui donnent des capacités qui ne sont pas les siennes. Donc, parler comme un humain, ou etc. Et donc déjà, on se dit, bah, ça, qu'est-ce que c'est que ces diableries, comme dirait Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. Tu vois? C'est Ouais, quoi ouais. cette chicorée? Non, Comme non, dit. mais c'est exactement ça. Et moi, je te parlais, enfin, j'en parle en ce moment parce que j'ai vu là c'est pas très long, hein, il y a 17 épisodes. Je parlais du prisonnier avec Oui, tu m'en avais Patrick parlé. McGowan, quoi. C'est dans Ouais. les milieux des années 60. Et c'est une série, elle te parle que de mind control, de servitude volontaire, d'expérience de psychologie sociale. Et tu retrouves du symbolisme partout, quoi. Les chefs de. Donc, enfin, le scénario, c'est un qui se retrouve dans une espèce de prison dorée faite pour espions, pour qu'on lui soutire des informations, quoi. Et c'est un espèce de village parfait, un peu comme le meilleur des mondes, où tout le monde est infantilisé et tout ça. Et, euh, et géré par une espèce de caste de scientifiques qui font des expériences psychologiques sur ces prisonniers, quoi. Et d'ailleurs, je te dis, il se retrouve dans un lieu où il y a un espèce de siège avec une pyramide, enfin un triangle avec un œil au milieu, quoi. Et dans un des épisodes, tu vois, ça m'a marqué, il y a le héros, donc, qui est le numéro 6 qui parle au numéro 2 donc qui est le chef du village, quoi. On ne sait pas qui est le numéro un. Et le numéro 6 donc le héros demande mais j'aimerais bien savoir pour quel camp vous travaillez, quoi. Vu que lui, c'est un espion anglais, donc il doit travailler pour le camp occidental, et il veut savoir est-ce que vous bossez pour le camp occidental ou pour le camp communiste, quoi, vu que c'est pendant la guerre froide que ça se passe, quoi. Et le chef du village lui dit à mon niveau, il n'y a plus de camp, on est tous dans le même camp, en fait, quoi. C'est quand même très intéressant, ça, tu vois, comme genre de phrase, quoi. Un aveu, en fait. C'est un aveu de leur méthode. Et ça date, en plus, tu m'as dit, des années 60. C'est exactement la pleine période où ils faisaient les tests sur le mind control, sur le MK Ultra, le LSD, et toutes les opérations du FBI et de la Ouais, ouais. CIA, parce il y avait tout le monde, hein, aux États-Unis. Mais c'était à la même période, en fait, que C'est le prisonnier, en fait, quand tu regardes. exactement. Et dans chaque épisode, en gros, ils essayent de lui soutirer des renseignements. Et ils utilisent des méthodes différentes de mind control, quoi. Il y en a une où ils appellent un espèce de scientifique russe qui a bossé avec des yogis
pour justement inverser, c'est-à-dire on inverse le corps et la psychologie de deux individus, quoi. C'est On comme les a pervertis. si, voilà, c'est comme si tu te retrouvais toi dans mon corps et que moi je me Mmh. retrouvais dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Pour réussir à le faire parler et tout, avec et c'est que à base de picousses, de lobotomisation, de faux souvenirs, enfin tu vois, ça parle que de ça, quoi, en gros. Et ça a marché, ça, hein. Ça a été un carton total mondial parce que tout le monde connaît cette série, Le Prisonnier. Je ne suis pas un numéro, non, non. Et la boule qui le poursuit, Oui, etc. voilà, voilà, c'est Euh, exactement. Tu te dis, comment les gens, on peut, tu sais, ça justement, la réalité de cette histoire de contrôle, de domination, etc., elle est explicitement exposée dans ces séries. Et quand ça rejoint, quand la réalité, elle est calquée là-dessus, les gens, ils acceptent pas et ils n'arrivent pas à comprendre qu'on a pu annoncer 50 ans avant ce qui allait arriver, tu vois, un peu, Ouais, en ouais. simplifiant. Et là, et tu te dis, ils tiennent d'où ces infos, ces gens? Est-ce qu'ils créent un chaos, ils le planifient et ils l'annoncent, donc c'est pas de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'ils disent bon, on se donne dans 50 ans, on va dépouiller tous les gens, on va leur enlever toute leur liberté, puis on va le dire maintenant dans une série, puis on va mettre en place toutes les étapes pour y arriver. Si c'est ça, c'est-à-dire ils annoncent leur projet, ça veut dire que c'est des visionnaires, mais qui n'ont aucune capacité extra-humaine, c'est-à-dire ils annoncent ce qu'ils vont faire. Ou ils savent ce qui va arriver, ils le voient, parce qu'ils ont des capacités de le voir en arrière, et ils l'annoncent 30 ans 50 ans avant. Et là, c'est là où on passe dans le domaine démoniaque. Et est-ce que c'est le premier cas ou le deuxième cas dans toutes ces séries et tous ces machins? C'est la question que je me pose. Moi, j'ai ma réponse, mais c'est une question que moi je me pose tout le temps malgré tout, et je trouve ça super intéressant d'essayer de la comprendre. Ouais, ouais. Et Moi, je pense il y a les deux cas. En fait, c'est-à-dire il y a des œuvres où c'est directement les services secrets, on va dire, qui ont un projet pour Mhm. l'avenir et qui vont faire de la programmation de l'imaginaire. Et je Ouais. pense aussi qu'il y a des gens de bonne volonté qui vont faire de la science-fiction, mais qui sont baignés dans cet imaginaire-là et qui vont participer à ça, mais sans être des complotistes, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi, comme Ouais, ouais, des idiots utiles, quoi. Je ouais, pense ouais, qu'il y a ouais. aussi des œuvres artistiques. Tu sais, c'est un peu comme là, je te parlais du triangle avec l'œil. Mhm. Si tu vois le nombre de symboliques dans les pochettes de CD, dans les Ouais, films, sur les habits, avec un triangle et un œil, mais t'as même des joueurs de foot qui ont des tatouages avec un triangle et un ouais, œil, c'est ouais, qu'en fait, c'est passé au bout d'un moment dans la culture populaire, et c'est pas exactement. forcément que c'est des francs-macs derrière qui leur ont dit de se mettre un tatouage ou de mettre ça sur leur album. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est tellement passé dans les modes, on va dire que ça devient cool inconsciemment pour les gens d'avoir un triangle avec un œil à l'intérieur, quoi. Mhm. Je sais pas Ouais. ce que tu en penses, mais je Je pense suis. que à la base, c'est quand même une volonté maligne et que les symboles, ils arrivent pas par hasard, hein. Ah, ils sont, non, ils nous les mettent dans la main de manière. Et c'est comme la graine, ils te la sèment sans que tu te rendes compte et après tu te l'appropries toi-même en pensant que c'est naturel, que c'est quelque chose qui vient de toi et qu'on t'a pas imposé quoi que ce soit. Et ça passe. Regarde tous les gens Ouais, qui se tatouent, hein. C'est de la sorcellerie le tatouage, c'est de la communication avec les entités spirituelles toujours démoniaques, c'est de la protection, c'est ce que tu veux. Et les gens, tout le monde se tatoue. Ça, par exemple, c'est esthétique, il y en a des très beaux, hein. C'est pas la ouais, ouais. question, mais tu vois, comme tu en parlais, donc, et puis ils mettent tous des symboles, comment on appelle ça, ethniques, tribaux, tu sais, dans le Pacifique, Ouais, ouais. ils ont tous ça parce que d'abord, ils sont très versés avec le monde spirituel, dans la nature, etc. Et ces tatouages-là, c'est pour esthétique, mais c'est aussi parce qu'il y a un symbole symbolique. Et ils sont très beaux, hein, tout ce qui est, je me rappelle plus des ethnies, des tribus qu'il y a dans le Pacifique qui les portent. Tu sais, tout ce Mais qui en est, fait, moi, je vais te dire mon avis, c'est-à-dire que normalement, traditionnellement, c'était ce qu'on appelle une torture initiatique. C'est-à-dire, Hum, tu sais, quand tu avais des rites de passage dans les anciennes tribus, et tu as hum, toujours une espèce de torture physique. Et le tatouage faisait partie de ça. Et c'était aussi pour marquer bah, que quand tu passais à un rite de passage, je sais pas, hum. par exemple, tu passes, tu as les rites, tu sais, d'adolescence, tu sais, où tu passes Ouais, de l'enfance à l'âge adulte, et ben une fois que tu avais ton tatouage, tu serres les dents, c'était difficile, tu avais des épreuves, tu avais aussi un enseignement généralement spirituel à côté. Puis une fois que tu avais ton tatouage, bah, tu montrais au reste du groupe que tu étais passé à l'âge adulte. Et moi, je pense qu'il y a plein de choses à notre époque qui sont, mais ça rejoint toute notre discussion, qui sont des résidus de choses traditionnelles qui ont été inversées. Parce que pour moi, le tatouage, ça rejoint la momification aussi.
C'est une volonté de différencier les corps, de montrer que ta différence, mais sur ta peau, alors que normalement, chaque être humain, il a ses qualités uniques, sa personnalité unique. On s'en fout que le gars, il a un tatouage ou pas, en fait. C'est complètement superficiel, tu vois. Et d'ailleurs, c'est bien joli, un tatouage, mais en vieillissant, ça devient tout fripé, c'est horrible. Et puis quand on meurt, je te dis, notre cadavre, qu'il soit tatoué ou pas tatoué, ça nous fait une belle jambe, quoi. Ça changera rien. Et après, oui, c'est. Et moi, j'ai aussi un truc, alors là, c'est très complotiste encore ce que je vais dire, c'est jusqu'à quel point aussi ça n'a pas été mis en place, tous ces salons de tatouage, cette mode du tatouage, pour nous préparer à nous foutre un truc sous la peau, hein, une puce RFID ou un vaccin, comment on va dire, nous conditionner à la picouse, quoi, en gros. Ah, c'est une certitude. Même si c'est pas l'idée première, en tout cas, le quadrillage de toutes ces boutiques de piercing, de tatouage, de tout ce que tu veux, il y en a déjà qui commencent à mettre des puces RFID, hein, les tatoueurs. Ils peuvent le faire. Pour Bien X sûr. raisons, ils le font et ils vont le faire. Et il y aura tout ça. Ils vont être les premiers à être mis en action qu'on va solliciter pour, une fois que l'idée va passer, de se dire, bah, mettez-vous des puces. Ça tombe bien, il y a plein de salons de tatouage, allez chez eux. C'est propre, c'est nickel, et ils ont de l'expérience, tout ça. Donc allez-y, mais c'est une des raisons, évidemment. Ils ont toujours, de toute façon, à chaque fois, ils préparent un truc en amont, 10, 20 ans, 30 ans avant, c'est mis en place graduellement, puis au moment venu, tu as, tout qui est en place pour mettre en place justement le projet, quoi, la chose, le tatouage, le vaccin, peut-être même qui ont peut-être fait faire des vaccins, on va savoir. Et c'est ce que peut-être que tu as dit d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit ça, mais ils vont peut-être être les auxiliaires des infirmiers et des médecins, ils vont peut-être nous vacciner. Tu veux te faire vacciner chez le Covid, tu vas te faire tatouer, tu te fais pucer et tu te fais vacciner en même temps chez le tatoueur, peut-être. Tu vois, Ouais, elle va savoir. ah Elle va non, c'est savoir, vrai. elle est capable. C'est vrai. D'ailleurs, un tatouage, normalement, enfin ça je le répète tout le temps, c'est pour les animaux, quoi. À la base, et c'est pour le Ou pour bétail, les ouais. esclaves, ou pour les esclaves, tu Il y a sais. toujours, voilà, la possession, tu marques ta possession. Et alors, ce que tu disais, ça rejoint ça. Pour moi, c'est une preuve que tu es l'objet de quelque chose. Pour moi, hein. Oui, oui. Ça rejoint Et aussi le culte de l'ego, aussi en passant, quoi. alors, Le culte du moi ouais. tout puissant, quoi. Tu sais, moi je suis différent, tu sais, pour Mhm. montrer sa super originalité. Ouais, c'est ça aussi, ça. C'est vrai que, de toute façon, c'est l'ego qui nous fait faire n'importe quoi. Notre ego, il nous tue. Et c'est grâce à ça qu'on est dispersé, qu'on est isolé et qu'on se fait avoir en groupe. À cause de notre ego, on se fait généralement tous avoir. C'est ça qui est génial. Ils nous ont rendus égoïstes, on courait après nos passions, tous autant que nous sommes, à cause de notre ego. Et c'est comme ça qu'ils nous piègent tous ensemble, individuellement, mais en groupe. Ils sont forts. Voilà. Et ils n'ont pas fini, hein. Et après tous les clivages qui existent déjà, mais tu vois, le truc, le moi, il faut que je m'accomplisse. C'est ça la société qu'elle nous dit. Va au bout de tes rêves, accomplis-toi, ne sois pas comme les autres, sois différent. Tu vois, il y a Nike ou je sais plus qui disait soyez différent, je sais plus quelle Oui, marque. oui, oui, oui. Il y en a Il y a plein. plein tous les slogans, ils sont très intéressants à ce niveau-là. Ah, Ça rejoint d'ailleurs tout ce qui est la mode du développement personnel, personnel, notre ouais, époque c'est des c'est génial coachings, ça. de, de la réalisation. Voilà, la réalisation. Voilà. Réalisation, ça me fait rire ça, parce que en fait, à la base, ça veut dire que si on doit se réaliser, c'est qu'on n'est pas encore fini. Humainement, ça sous-entend ça. On a des carences humaines dans notre comportement. Et c'est quoi ces carences quelles sont ces carences? D'où elles viennent? Sur quelque chose qu'on nous a inculqué. On nous a dit, il faut que tu. Je vais faire un schéma très simple. Il faut que tu aies une femme qui te plaise, une maison, une réussite sociale, un certain nombre de biens et un confort que tu dois atteindre. Et c'est comme ça que tu t'accompliras. Alors les gens ils vont dire, ouais, mais moi, c'est pas toujours ça. Mais si c'est pas ça, ce sera quelque chose de différent, mais qui sera dans ce sens-là quelque chose que tu ne pourras pas atteindre en fait. Ou alors il te faut toute une vie et tu ne seras jamais satisfait parce que comme tu as plein de critères à atteindre, parce qu'on te les a inculqués, tu vois, dans la vie, tu pourras pas, il te faut 3 vies pour y arriver. Et donc tu vas courir après quelque chose qui est irréalisable et tu seras perdu. Et on va te manipuler comme ça. Ouais, ouais. On est dedans en fait. On est éternellement insatisfaits et on ne comprend pas. Regarde l'idée du prince charmant pour les femmes. Juste les femmes. On leur a dit dans la tête, et la musique est venue après tout ça et les contes, il faut un mec qui soit beau, intelligent, qui te plaise, qui soit gentil, qui soit drôle, machin, machin. On a idéalisé un type qui n'existe pas dans la vraie vie. Il n'existe pas. Il n'y a pas d'homme comme ça. On a tous des défauts. Et inversement, la femme parfaite, elle n'existe pas. La tête des jeunes filles,
et jusqu'à un certain âge, courait après ce mec-là, inconsciemment ou pas, les chansons d'amour, les poèmes, les machins. Et à la fin, les meufs, elles sont célibataires jusqu'à 40 piges, elles ont eu je sais pas combien de mecs, elles ont eu des gosses à droite, à gauche, je généralise, hein, toutes les femmes ne Ouais, sont ouais. pas pareilles. Et à la fin, elles sont déglinguées de la vie, les hommes ne les ont pas respectées, et à la fin, elles prennent ce qu'elles peuvent. Et elles finissent malheureuses, battues, dépressives, tout ce que tu veux, en plus d'avoir des enfants à droite à gauche et une vie dissolue, elles deviennent les proies de cette société qui les a déjà fracassées à la base. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on leur a mis un mythe au-dessus à atteindre, et ça, c'est juste pour l'histoire d'amour. Et après, si tu regardes tous les Non, non, mythes, mais c'est vrai, mais ça rejoint, je sais pas si tu connais, ça c'est en fait que nos ingénieurs sociaux jouent sur un phénomène qui est tout à fait naturel, qui est tu sais, l'hypergamie féminine. C'est-à-dire que, tu sais, les femmes, elles sont hypergames, c'est-à-dire qu'elles vont rechercher le meilleur reproducteur possible, et les hommes sont hypogames. Tu sais, ça, c'est notre cerveau reptilien. Hypogame, ça veut dire qu'on va essayer de chercher le plus de partenaires possible. C'est lié à notre physionomie, puisque l'homme produit des spermatozoïdes en continu, alors que la femme, elle est beaucoup plus, son agenda, on va dire, reproductif est beaucoup plus court. Donc, l'homme, en gros, va chercher la quantité et la femme, la qualité. Et bien sûr, bah, comme tu le dis, que ça soit dans les films, mais le pire, c'est tout ce qui est porno ou les applications, tu sais, genre Tinder. C'est-à-dire que une femme, je sais pas, de 25 ans, qui est pas trop mal, elle s'inscrit sur Tinder, mais elle aura, je sais pas, 5000 hommes qui vont s'intéresser à elle, et elle va croire que c'est Miss Monde, quoi, tu vois. Donc, du coup, alors que avant, une femme, je sais pas, à l'échelle bah, elle avait peut-être trois quatre prétendants et elle choisissait le meilleur parmi ces trois quatre prétendants. Mais là, aujourd'hui, une femme, tu lui mets 5000 hommes de toute la France ou de tout Paris qui sont intéressés par elle, mais elle va devenir folle, en fait. Et comme tu dis, tout ça pour qu'au moment où elle, bah, sa valeur sur le marché sexuel, sa beauté se fane très vite, d'ailleurs chez les femmes, et elle se retrouve à 45 ans où là, il n'y a plus aucun homme qui veut d'elle, et entre-temps, bah ouais, elle s'est pas mariée, elle n'a pas fait de gamin, et ça va finir comme une folle au chat, quoi, comme dans les Simpsons, quoi. Et ça, bah, et pour les hommes, pareil, c'est difficile, parce que quand les femmes ont une forte valeur sur le marché sexuel, je sais pas, entre 20 et 35 ans, bah, ils n'arrivent pas à trouver de femmes parce qu'elles font leur petite maligne, mais sauf que, en fait, personne n'y trouve son compte. Et moi, je suis voilà. sûr ça que c'est fait exprès, que c'est fait exprès pour déstructurer les rapports hommes-femmes, déstructurer les familles, faire que les gens soient malheureux, qu'il y ait de plus en plus de séparation, parce que ça fait consommer plus les gens. Et tu peux même aller encore plus loin à penser que cette espèce de caste, cette hyper classe, ça lui permet de se réserver les femmes jeunes et fertiles et pour après les jeter comme des serpillères, quoi, en fait, quoi. Et à ce petit jeu-là, personne n'est gagnant, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Bah, en gros, c'est ça. Et c'est ce qui permet justement d'avancer dans cette société détruite, quoi. Puisqu'on empêche les couples de se créer, les familles de se créer tout simplement aussi. Et il n'y a pas de stabilité. Et il y aura toujours comment on appelle ça, oh mince, je trouve plus le terme. Je trouve plus le terme, bref. Et ça permet d'arriver à cette société tout à fait originale où tout le monde est névrosé et éternel insatisfait, frustré, cherchez le mot. Ça fait que des frustrés et donc la frustration, le manque de tout ce qu'on veut, à la fin, ça crée des gens au niveau de l'ego, il est fracassé, ils font tout et n'importe quoi, ils sont ensuite manipulables et ils s'en Bien rendent sûr. même pas compte. Ils ont des carences, donc du coup, ils ont besoin de quelque chose. Et ceux qui l'ont créé ce chaos, ils sont là pour t'apporter ce besoin qui te manque. Et ce Bien besoin, ils sûr. l'ont créé et donc ils l'ont à te proposer. Et après, Bien voilà. sûr, bah, tu sais, c'est comme aussi le féminisme. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, les femmes, elles vont dire, ouais, mais moi, j'ai le droit, par exemple, d'aller travailler. Mais 95% des boulots, c'est des boulots de merde. Donc, Mhm. entre aller porter des cartons, ou être chauffeuse de bus, je sais pas, être assistante de direction, est-ce que c'est tellement mieux que d'être une femme au foyer à s'occuper de tes gamins, quoi, qui est aussi un travail difficile. C'est un vrai Mais boulot. Un vrai voilà. boulot, ouais. Mais le
truc, c'est que on va dire nos bourgeois avec un grand B, des familles séparées, des femmes qui travaillent, ça fait 2 fois plus d'économies, ça fait 2 fois plus de rentrées d'argent, ça fait 2 fois plus de Mhm. loyers à payer. En gros, tout ce qui est gratuit doit être payant. Et la famille, Mhm. c'est un truc encore qui est encore gratuit, qui permet aux gens de s'entraider, alors que quand les gens sont isolés tout seuls, on va leur donner du Uber, on va leur donner Mhm. des, des succédanés, quoi, des choses pour remplacer ces solidarités gratuites anciennes, quoi. Et puis quand les gens vont pas bien, comme tu dis, quand ils sont frustrés, fracassés, on va leur donner des psychiatres, des psychologues, des coachings en séduction, des coachings en développement personnel, tu vois, Ouais, ouais. et ça fait encore un billet et ça fait marcher le commerce, tout ça, quoi. Et alors, ça rejoint exactement le principe décidément, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Bref. Et donc, voilà, on est en plein dedans. Et tout ça, c'est basé sur du faux. Ils ont fracassé une société avec des rêves chimériques. Alors, en fonction de chaque personne, ils ont trouvé les personnes, ils ont les individualités à manipuler en leur créant un mythe sur lequel ils devaient se fixer et atteindre. Et comme c'est un mythe, tout le monde personne ne l'aura. Et le but est atteint. Et regarde dedans, regarde maintenant, il n'y a pas de solidarité. Tout le monde est dégoûté. Les hommes, les femmes, les enfants aussi sont un peu perdus. Il n'y a plus d'adultes, il n'y a que des teubés, il n'y a que des abrutis. Moi, je vois des mecs qui ont 40 piges. Moi, j'ai 44 ans. Je vois des mecs de ma génération, ils sont encore en train de jouer à la console. Et ils Ah je s'embrouillent sais. à la Oh. console. Ils sont là sur les paris en ligne de foot. Ils sont des pères de famille. Je me dis, mais c'est quoi ces débiles mentaux? Ces abrutis qui ont perdu le fil. Et puis, s'ils peuvent aller à droite à gauche voir une autre meuf sans problème, à l'insu de leur femme, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils n'ont pas de valeur. Et c'est des mecs, tu sais, quand tu leur parles, c'est des mecs normaux. Mais ils sont fracassés parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est l'escroquerie, tu sais, des adolescents, un adulte, un adolescent. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont, tu vois, et ils sont là, et c'est les premiers à mettre les masques, hein. Ou alors quand ils se rebellent, c'est pas parce qu'ils sont des rebelles, c'est parce que ils ont leur petit confort personnel qui les enquiquine. Mais sinon, ils suivent les règles et puis ils comprennent même pas. Je suis sûr qu'ils iraient tous se faire. Si on leur dit allez vous faire vacciner et vous aurez accès au stade de foot de vos équipes respectives sans aucun problème, sans distanciation, ils iraient, tu vois. Ou on leur Bien dit sûr. vous aurez avoir des trucs Et comme je sais ça, pas tu si vois. tu as fait exprès de dire ça, mais justement, j'ai vu que la Ligue 1 voulait faire ça, en fait. Ah, je C'est-à-dire, te jure que non, je suis pas au courant. C'est quoi? j'ai entendu ça. De toute façon, ça se fait déjà je crois, en Australie, c'est-à-dire, en gros, si tu veux assister à un match de foot, il va falloir montrer patte blanche et montrer que tu es vacciné pour pouvoir aller dans les tribunes, Ah, quoi. Et ça, tu peux être sûr. Mais franchement, et comme tu dis, vu que les gens, c'est des grands adolescents, il y en a aucun qui va se dire, bon, bah, tant pis, je regarderai le match à la télé, ou mhm, vas-y, je m'intéresse à un autre truc. Non, non, ils mhm. vont aller se faire vacciner pour pouvoir être dans les tribunes et tout ça, hein. C'est grave, Mais tu vois. mais parce que la domestication, on en revient aussi toujours à ça, la domestication, elle se fait, ça rejoint justement la série Le Prisonnier, elle Mhm. se fait finalement beaucoup plus facilement en jouant sur les zones du cerveau du plaisir, quoi, en activant la dopamine, que en mettant des coups de fouet et en mettant les gens directement dans des goulags ou en les torturant physiquement. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une limite où c'est pas efficace, en fait, la domestication par le fouet, quoi. Alors que la carotte, on va dire, est beaucoup plus efficace que le bâton, quoi. Exactement. Mais ça, ils le savaient, hein. Ils ont dû attendre d'avoir les connaissances scientifiques suffisamment développées pour s'en rendre compte concrètement que la carotte, elle était mieux quand tu caressais dans le sens du poil et que tu faisais plaisir à ta victime que quand tu la soumettais à des coups de bâton. Quand Ouais, ils ont ouais. vu scientifiquement que c'était avec les moyens de l'époque, que c'était la meilleure façon de le faire, ils ont complètement changé leur fonctionnement pour nous domestiquer. Voilà, Voilà. Bah, c'est malheureusement. ce que, tu sais, Berzinski, c'est le fameux Tititainment, quoi. Et ça, on peut dire que ça arrivait après la Seconde Guerre mondiale, où les anciens fascismes et les anciens régimes dictatoriaux se sont effondrés. Et ce qu'on appelle le monde libre, la société de consommation, c'est juste un fascisme rose bonbon, quoi. Mais c'est ça, mais regarde le nom, société de consommation. Qu'est-ce que c'est que cette société? Tu dis, tu consommes, tu es une machine à bouffer, à utiliser, à profiter, à jouir. C'est ça le projet? Société de consommation. Pourquoi pas une société humaine où les gens échangent, où on consomme pas que la bouffe ou le matériel, où les gens on consomme le relationnel? Pourquoi, tu vois, ils pourraient parler de ça. Ouais, ouais, bien Société, sûr. non, ils ont consommation.
alors je ne veux pas sur le jeu de mots consommation, c'est une sommation à des cons, on les avertit qu'on va les plumer, on peut dire ça comme ça, on peut aller même loin, mais juste, voilà, juste dans l'intitulé, tu vois le piège, et on se dit, Ouais, bon, bien sûr, bien sûr. on a Et compris même, la règle du truc. non, mais t'as raison, mais moi j'aime bien, tu sais, prendre les mots terre à terre. Et même une société, normalement, entre guillemets, c'est une société de création. Mais consommation, ça veut dire, tu vois, il y a une limite sur Terre. On va pas bouffer à l'infini, tu vois. On a toujours, en fait, bien sûr, faut consommer pour manger, pour se vêtir et tout. Mais tu peux pas baser un projet social sur de la consommation, quoi. Sinon, on va finir par s'auto-consommer, quoi. Ah ouais, ben c'est déjà le cas, Pierre-Yves, hein. Oui, Quand oui. tu vois qu'on commence à prendre les organes des uns et des autres, bon, on les mange pas, mais on les utilise. On Non, les non, mais moi utilise. je te dis, Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Et je te dis, il y a déjà des réunions sérieuses, tu sais, en marge du réchauffement climatique ou ce genre de choses, qui parlent de réutiliser les cadavres pour faire de l'engrais ou voire même de la bouffe, hein. Des cadavres humains? Des cadavres humains. Ouais, Ah, j'ai ouais, pas ouais, ouais. entendu ça, magnifique. Là, on a atteint le summum de la diablerie. Là, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça, mais Ouais, ouais, pire, bah, c'est que, voilà, tu parles de trucs climatiques. Là encore, on est vraiment, regarde, ils nous racontent des cracks. C'est au même niveau que les dinosaures et que nos ancêtres néandertaliens et Cro-Magnons et tout ce que tu veux. Le réchauffement climatique, les mecs, ils ont c'est un mythe qui est devenu réalité, hein. Et ils nous ont mis un truc, ils relèvent les températures depuis 1895, 96 ou peut-être début du 20e, je ne sais plus. Et donc, ils ont un recul de 120 ans, allez. Sur ce qu'était l'Europe, et surtout en Europe d'ailleurs, on fait des relevés de température à l'époque, de cette époque-là, où on a à peu près voilà, 120 ans de recul. Et par rapport à ça, ils arrivent à se dire, bah, le réchauffement climatique, le monde est en train de se bouleverser, alors qu'ils n'ont aucune idée des milliers d'années qu'il y a eu avant au niveau des cycles de la Terre, au niveau des températures, justement. Parce que tout est cyclique. Tu le sais, je t'apprends rien, que ce oui, soit oui, le temps ou bien sûr. l'humanité, bref, les civilisations, tout est cyclique. Et la météo, le climat lui-même, il commence par être un cycle. Un vrai cycle avec ses hauts et ses bas. Et ils nous vendent sur une échelle de un siècle comme quoi le monde est en train de se chambouler et que le monde n'a jamais connu un réchauffement climatique ou je sais pas quel autre endroit. Et ça, c'est Non, mais fort. puis, mais Et nous, puis on par avale. exemple, tu as tout à fait raison. Et quand tu parles de cycle, c'est lié au fait que le monde, il est fini, notre monde. Et par exemple, là, j'entendais des scientifiques très intéressants qui parlaient effectivement, il y a un réchauffement climatique, une fonte des glaces et une montée du niveau des océans. Mais ça veut dire que du coup, il y aura de plus en plus de nuages et de ciel gris et que du coup, le réchauffement climatique va provoquer une mini-âge glaciaire parce que tu vois, ça va amener beaucoup plus de condensation Mhm. et depuis le fait que les glaciers fondent, par exemple. Donc, c'est toujours pareil sur Terre. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre, en fait. Mhm. Donc, le fait qu'il y ait un réchauffement climatique va amener aussi un refroidissement à un moment ou à un autre. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire, on est dans un cercle fermé en fait Et- sur Terre quoi. oui, mais Et surtout, en gros, Pierre-Yves, le ouais, réchauffement, c'est ce il voulait ce qui permettrait de faire des lois mondiales, tu sais, oui. des instituts mondiaux. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu foiré avec ça. Et le Covid, justement, est venu remplacer, parce que tu vas voir, moi je te dis, d'ici 5, 10 ans, ça sera comme le trou dans la couche d'ozone. On ne parlera même plus du réchauffement climatique. Ça sera oublié, en fait. Et le Covid, il est venu remplacer ce réchauffement climatique pour pouvoir permettre de faire des lois mondiales, en fait. Alors, je sais pas si vous, pourquoi pas. Moi, après, je suis ouvert à toutes les idées, les possibilités. Mais bon, le trou de la couche d'ozone, c'est vrai qu'ils peuvent plus l'utiliser. Il s'est même rebouché, paraît-il. Il s'est recousu tout seul. C'est formidable. Ah oui. Là, je l'avais posté l'image de l'article où il disait, bah, il s'est résorbé tout seul, comme un Ah grand. ouais, carrément. Moi, je croyais vraiment que Ah c'était non, oublié. Ah non, ouais, c'est ils ont vrai. carrément. Ah ouais, non, Je mais te tu vois, jure, là, c'est vraiment du mensonge. Là, je le reposterai sur. Je l'avais mis il y a quelques années. Il est sorti en 2017, l'article que j'avais lu et que j'avais posté. Il s'était résorbé. Parce que au bout d'un moment, ils l'ont zappé. Tu vois, qu'à l'époque, il y avait que ça, le trou de la couche d'ozone, l'effet de serre à cause de toute notre production humaine, on pollue la Terre, machin, blabla. À la fin, tout le monde a vu que c'est du foutage de gueule et s'est résorbé. La NASA a fait une photo, machin, tu vois. Le baratin jusqu'au bout, je te jure que c'était un peu ça la Ah remarque ouais, ah scientifique. là là là. Mais Ouais. là, regarde, là, ils sont en train de nous prendre.
sur quelque chose dont on n'a pas de preuve. On sait que de ce qu'on vit à notre échelle de temps humain, de notre propre existence, on voit que les hivers ont changé, je parle pour l'Occident, que les hivers sont plus doux, que les étés sont plus chauds. Ça, on le voit. Et après, dans le monde entier, je pense que dans n'importe quel continent, ça doit évoluer aussi. Mais c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on n'a pas les preuves que c'est juste maintenant que ça arrive. C'est déjà arrivé il y a peut-être 300, 400 ans. Et je crois qu'on l'avait déjà dit. En Europe, il y a eu une mini-ère glaciaire au 15e ou 14e siècle, si je ne dis pas de Bien sûr, conneries. bien Un sûr, truc ouais, comme... ouais, il y Il y avait a des traces historiques pour ça dans les ouvrages ou dans les recueils ouais, de... la Seine à Paris qui était complètement gelée l'hiver, quoi, comme en Russie, tu sais, les lacs, Voilà. tu pouvais marcher, il y avait des calèches qui étaient sur la Seine. Sur la... Ouais, ouais. Ouais. Et à l'inverse, tu avais en Scandinavie, donc au Danemark, en Suède, Norvège, tout ça, au nord de l'Angleterre, un climat tempéré et il y avait des orangers et des oliviers en Suède au Moyen Âge, hein, ça, hein, Ouais. tu vois. Voilà, non, mais comme quoi. Eh ben ça, regarde. Tu vois, ça, c'est comme il y avait personne de vivant, donc personne ne peut le dire. Mais il y a des écrits qui restent. Mais comme ils en ont plus rien à foutre maintenant au monde de l'entertainment et des médias de masse mainstream qui te noient sous l'info, eh ben c'est ce qu'ils disent maintenant. Et c'est pas ce qui s'est passé avec des preuves, c'est ce qu'ils disent maintenant. On est en plein réchauffement climatique et ils le répètent à l'envi tout le temps. Et on est obligé de l'accepter même si tu crois pas. Et là, ils vont nous faire passer des lois. Et je pense que comme ça se voit, tu sais, il y a des fonds, des glaces, il y a des îles qui disparaissent un petit peu, etc. Et ils vont nous l'emmener vraiment, parce que c'est un bon cheval de bataille, là. Avec le Covid, ils vont se dire, voilà, notre fonctionnement en tant qu'humain sur cette planète, il est nuisible. On n'a pas su faire. Comme ils nous disent, on ne se protège pas avec le Covid, Oui, comme oui, ils vont c'est nous vrai. dire, on n'a pas su faire, on n'a pas protégé la planète. Protégeons la planète. Protégeons-nous contre. Ils vont nous faire porter un masque, mais contre le réchauffement climatique, si tu veux. Et ces masques-là, ce sera des lois, ce sera même des restrictions hein, de déplacement, de tout ce que tu veux, et au final, ils vont nous faire payer financièrement. Et donc, moi, je pense pas qu'ils vont zapper cette histoire de réchauffement climatique, je ne crois pas. En tout cas, si ça marche pas bien, ils vont s'adapter, mais ils vont quand même l'utiliser encore, je pense, Non, non, c'est vrai. malheureusement. Malheureusement. C'est vrai, tu Après, pourrais. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais vu, ça s'était passé sur Arte, un documentaire de Jacques Attali, tu sais, qui non, je l'ai pas vu, s'appelait. non. Ah, il faut regarder ça. Et c'est, alors, je me rappelle plus le titre, quoi. Enfin, un truc de futurologie, quoi, où il parle et il parle vraiment. Tu sais que si par exemple un cours de tennis, par exemple, eh ben, il faudra payer à l'entrée une taxe carbone parce que tu vas utiliser plus de carbone quand tu vas courir, par exemple. C'est une blague ou c'est sérieux? Non, 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 je te promets, il est complètement dingue ce truc, quoi. Vous taperez Jacques Attali, Arte, je crois que c'est un documentaire qui a 10 ans, je crois que c'est une brève histoire de l'humanité ou quelque chose comme ça, quoi. Il Ah, faudrait que, ça me dit quelque chose le nom. C'est par rapport à Hopkins, ils ont parodié son livre sur le bref peut-être, historique. peut-être, et c'est Jacques Attali la voix off, quoi. Bah, par contre, D'accord. ça fait froid dans le dos, hein. Là, c'est le croque-mitaine qui parle, quoi. Formidable. T'as, t'as une histoire que tous les gens, tu sais, bah sûrement du coup, parce qu'ils doivent être pucés, mais on connaît leur dossier médical. Et t'as un passage dans ce documentaire où t'as une personne qui commande une pizza. Et en gros, la fille qui réceptionne son appel, elle a son dossier médical et elle lui dit: ah ben non, vous avez commandé une Savoyarde, mais vu que vous avez des problèmes de cholestérol, vous avez le droit que à commander la pizza végétarienne, par exemple. Tu Magnifique, hein. vois? C'est génial. Ah, 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 c'est magnifique. Mais ça me rappelle Minority Report, tu sais, avec les pubs sélectionnées en fonction de mais quand tu passes. Ils te c'est disent quoi prendre, quoi faire. c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait Bon, ça. Je bon. vais essayer de chercher si je le trouve, quoi. Sinon, au pire, on le mettra en lien quand on postera Ouais, l'émission. ouais, on poste. Ouais, ouais, ouais. Tant qu'à Parce que je faire. suis sûr, c'était passé sur Arte, quoi, hein, donc, C'est récent, non? ça a une dizaine, voire une quinzaine d'années, quoi. Ah oui, quand même. Ah, d'accord. Je pensais Ouais, que ouais, 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 ça avait ouais, un ouais, an ou deux, moi. Ah oui, c'est quand même ouais, quelques années. ouais. Et Ah, du coup, bah, je le retrouve pas. Enfin là, tout de suite comme ça, mais euh, en cherchant, mais par contre, je le retrouverai. C'est sûr ouais, on le mettra en commentaire, quoi. Et c'est, commentaire. on va dire, c'est un documentaire Arte avec, ouais, voilà, ça y est, je crois que je l'ai retrouvé. C'est une brève histoire de l'avenir.
Voilà. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vrai, c'est ça, c'est Voilà, brève c'est histoire du temps. 1h19 et c'est un documentaire voilà, décembre 2014. Tu vois, Ah, c'est récent, non? Ça a ouais, 5, ça a 6 ans? 6 ans. Ça Ah, a si, 6 ans. ça fait quelques années quand même. Dans documentaire réalisé en 2010. Donc il Voilà, a 10 piges, au fait, d'accord. voilà, Ok, voilà. c'est ça. Bon, ben, faut le reprendre. Voilà, c'est On se un remet? regard sur l'avenir, documentaire réalisé en 2010 pour la chaîne Arte sur le livre éponyme de Jacques Attali, quoi. Ah, en plus, il a Donc, fait un bouquin, d'accord, c'est son livre qui raconte, en fait. voilà, et il s'agit ni plus ni moins que d'une politique fiction. Voilà, c'est de la politique fiction, quoi. C'est de la C'est sorcellerie fiction, ouais, c'est de la diablerie fiction. C'est la plus. politique fiction, là, c'est fake story, là, Ah, directement, à quoi. fond. D'ailleurs, il devrait écrire ses bouquins, lui et toute la clique BHL et tous les autres. Il devrait marquer Fake Story. Ces histoires sont tirées de faits totalement faux et inventés de toutes pièces. Avant, tu sais, c'est en titre d'avertissement sur leur torche-cul qu'ils vendent, tu sais, leurs livres Ah et oui, oui. éventuellement leurs films et leurs documentaires. C'est comme ça qu'ils devraient avertir les gens. Ah non, c'est vrai, hein, c'est Je te vrai. promets. Et putain, c'est grave. Enfin, excuse-moi du terme, Ah, mais. non, non, mais c'est vrai. Et puis je te dis, de toute façon, on se fera du coup un 6e épisode, mais parce que Avec là, on plaisir. va faire 2 heures là d'enregistrement. On va. Ouais, et puis surtout, Pierre-Yves, on a répondu à une question. Oui, voilà, mais bon, on part sur un sujet. Après, nous, on Oui, est comme c'est ça, quoi. moi, ça me Tu, dérange pas, ça me fait marrer, mais c'est bien. on est comme les chiens de Pavlov, quoi. Tu sais, tu nous mets un mot et ça y est, on est parti, on réflexe conditionné à discuter indéfiniment. Mais c'est bien, moi, c'est ça que j'aime bien, hein, Ah, justement. c'est le but, hein. Moi, je trouve ça génial. Et puis, on parle de. C'est bien, il y a pas de cadre. Et c'est là la liberté d'expression, on va dire. Elle est comme ça. Tu parles en fonction de comment tu ressens et la discussion, comment elle évolue. Et puis c'est très bien comme ça. Donc, Et nickel. puis c'est souvent de ce genre de discussion que va ressortir des choses intéressantes, hein. Après, je Mhm. dis pas qu'on va être inspiré pendant 2 heures tout le temps, mais bon, c'est bien de confronter les points de vue et puis ce qu'on appelle un peu discussion de comptoir. Mais moi, je suis pour. Moi, j'aime bien, hein, Ouais. j'aime bien. Bah, comme ça, moi, ça me va très bien aussi, hein. Ça change. Il y a pas de taux d'alcool dans notre sang, donc ça devrait aller. C'est pas Ouais, ça trop. va. Un Donc petit voilà. café. Voilà. Bon, on dit à nos auditeurs déjà merci pour votre écoute, pour ceux qui sont restés jusque-là. Donc on mettra cette discussion sur nos chaînes respectives. Comme d'habitude. Donc toujours pareil, abonnez-vous, pouce bleu, mettez des commentaires courtois. Voilà, on les lit et ça nous fait plaisir parce que souvent les gens pas nous critiquent, mais on va dire rajoutent des choses très intéressantes, quoi. Mhm. Puis surtout, et si c'est possible de faire des. Si vous avez envie de faire des commentaires, de les faire de manière concise, parce que des fois, quand c'est trop long, on peut pas répondre d'un coup et on zappe. Moi, surtout moi, enfin Pierre-Yves, je ne sais pas, mais moi, dès que le commentaire est trop long, pour l'écrire, c'est trop long. C'est pour répondre, du coup. Mais c'est vrai, avant, moi, je prenais plus de temps pour répondre aux commentaires, mais c'est quand j'avais, on va dire, moins de 1000 abonnés. Ouais, Et là, à partir d'un certain nombre d'abonnés, en fait, on peut pas passer nos journées ou nos soirées à répondre aux commentaires, quoi. Donc, c'est pas évident. Ouais. voilà, mais moi, j'oublie pas. Donc, par exemple, je te dis, dans la prochaine Fake Story, on essaiera de parler plus de Trump, de Ah oui, QAnon, ouais, ouais, du complètement. Covid aussi. On verra ce qu'ils nous auront pondu d'ici là, tellement ça va vite, quoi. Mais on essaiera peut-être de parler un peu plus de l'actualité, quoi. Ouais, bah, pas de problème. C'est pas plus mal comme ça, c'est très bien. Mais toujours avec l'angle de la fake story, évidemment, hein. C'est la thématique de base. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, écoute, on se dit à la prochaine. Avec plaisir, Pierre-Yves, un grand plaisir. Et ben, ciao à tout le monde et portez-vous bien.